Bonsoir Écolo, bonsoir Etopia, bonsoir à vous tous. Est-ce que vous êtes en forme? Oh oui. Ah quoi? J'entends rien. Est-ce que vous êtes en forme ce soir? Est-ce que vous êtes chaud? Ouais? Ok, merci. Voilà, on va parler d'Europe. Je m'appelle Vincent Joris, je suis journaliste à l'Écho, spécialisé en affaires européennes, internationales et aussi en contre-terrorisme. Ce soir, je vous invite à faire un voyage vers un continent que vous connaissez, un voyage dans le temps, un voyage dans l'espace, un voyage avec deux explorateurs qui m'ont rejoint, deux connaisseurs de l'Europe et une aventurière. Le premier explorateur, vous le connaissez, c'est Olivier de Scutter. Il est professeur de droit international à l'UCL. Il est spécialisé en gouvernance européenne et il a été, vous vous en souvenez tous, candidat aux dernières élections européennes à la 3e place. Notre deuxième exploratrice, c'est Justine Lacroix. Justine Lacroix est philosophe, politologue. Elle dirige le Centre de théorie politique de l'ULB. Une de ses spécialités, c'est l'identité politique européenne. Elle a connu l'Europe de manière théorique, mais elle l'a aussi connue de manière pratique en faisant ses premiers pas au cabinet d'un des présidents de la Commission les plus respectés et qui aura marqué l'histoire européenne, Jacques Delors. Et puis, nous avons notre aventurière. Elle vient de faire ses premiers pas au Parlement européen. C'est pas n'importe quel pas et c'est pas n'importe quelle institution, puisque c'est le plus grand parlement élu démocratiquement sur la planète. Il y a aussi le Parlement chinois, mais ça, c'est autre chose. Et je lui souhaite vraiment beaucoup de courage, parce qu'elle rejoint une équipe qui a gonflé, qui est passée de une quarantaine de députés à 75. Donc c'est devenu une force politique conséquente qui va peser. Et je suis sûr que Saskia Brikmont va passer 5 années magnifiques là où elle va se trouver. L'Europe. L'Europe, qu'est-ce que c'est? Il fait chaud ce soir et beaucoup ici ont choisi de continuer l'apéritif parce que l'Europe, c'est pas simple, c'est quelque chose de compliqué. Mais l'Europe, en fait, c'est l'institution supranationale la plus puissante de la planète. C'est 500 millions d'habitants. C'est plus de 50% des lois qui vous régissent dans la vie de tous les jours. L'Europe, c'est donc l'institution la plus puissante au monde, mais c'est aussi la plus passionnée. C'est-à-dire soit on la déteste, soit on l'aime. Et il y a des enquêtes qui montrent qu'on l'aime de plus en plus. Elles sont faites régulièrement. Et pourtant, dans la rue, sur les réseaux sociaux, on la déteste, on la vilipende, parce qu'elle est compliquée. Et pourtant, ça fait 800 ans qu'on essaye de construire l'Europe. Ça a commencé aux alentours vers la fin du Moyen-Âge avec un légiste qui pensait créer une structure européenne. Il s'appelait Pierre Dubois, mais il voulait imposer à travers ça la puissance du royaume français à travers l'Europe. S'en sont suivis des guerres durant des centaines d'années où des royaumes se sont faits, défaits, des empires se sont construits et puis détruits, jusqu'à l'apparition des nations au XIXe siècle, des nations qui pensaient être la solution suprême pour amener la paix en Europe à travers la démocratie. C'était surtout pour les rois une manière de rester au pouvoir et pour certains peuples de venir au pouvoir, et une certaine bourgeoisie aussi de venir au pouvoir. Et puis on a pensé que les nations, vers la fin du 19e, étaient vraiment la panacée. Et puis il y a eu la Première Guerre mondiale, un massacre, la Deuxième Guerre mondiale, deux guerres qui, à elles seules, ont fait plus de morts que durant tout le Moyen-Âge. Et puis après est apparue dans les années 50 l'idée d'Europe, l'idée d'unir les Européens à travers des secteurs limités, le charbon, l'acier, à travers l'énergie atomique. Et puis cette Europe a grandi, et puis cette Europe a pris du pouvoir et est devenue ce qu'on connaît aujourd'hui et ce qu'on va maintenant approfondir. Et j'aimerais donner la parole à Olivier de Scutter, qui, je vous le rappelle, donc, est spécialisé en gouvernance européenne et va commencer par nous parler du populisme. Bien, merci beaucoup Vincent. Bonsoir à tous et à toutes. Alors effectivement, la soirée est présentée comme se centrant sur la question de la montée des populismes en Europe, mais on va tenter d'évoquer toute une série de dossiers de fond aussi au-delà de ce changement dans la géographie politique européenne. Sur le populisme, je voudrais d'abord faire une remarque qui est d'ordre quasi sémantique. C'est que le mot me paraît mal choisi. Et Justine Lacroix, avec beaucoup de talent, dira les réserves que lui inspire l'utilisation de ce terme dans le débat politique.
Mais moi, j'aurais simplement la remarque suivante à faire sur le concept de populisme. C'est que il est important aujourd'hui que les politiques se mettent davantage à l'écoute des citoyens, des hommes et des femmes qui manifestent leurs préoccupations, qui disent subir la crise. Et il ne faudrait surtout pas que notre aversion à l'égard du populisme soit finalement un alibi pour que la technocratie ne se remette pas en cause. Et je suis très mal à l'aise quand, sous prétexte de combattre le populisme, l'on traite avec mépris les peurs qui s'expriment, tout simplement, et qui parfois peuvent s'expliquer, se comprendre, et qu'il faut, à l'écoute desquelles il faut pouvoir se mettre. Ce qui, par contre, est effectivement problématique, c'est lorsque le populisme se définit comme incarnant l'État profond, le pays réel, comme on disait jadis, c'est-à-dire que les populistes prétendent être les seuls représentants légitimes du peuple, de manière telle que tous les autres, les opinions contraires, sont décrédibilisées, sont dénoncées comme antipatriotiques ou comme ne reflétant pas la réalité des attentes de la population. Ce populisme-là est effectivement un adversaire politique dont il faut se défier et qu'il faut combattre, mais ne tombons pas dans le piège de sacraliser la manière dont, jusqu'à présent, les institutions ont fonctionné. Alors, ce mal-être, ce malaise, qui explique la montée des populismes, je pense pouvoir dire qu'il y a peut-être 3 crises qui l'expliquent et qui, sans doute, sont derrière ces changements de rapport de force politique qu'on va évoquer plus en détail avec Justine Lacroix, qui est une grande politologue spécialiste de l'Europe, et Saskia Bricmont, qui évidemment a un poste d'observation tout à fait extraordinaire, qui lui permettra de nous donner une vue de l'intérieur de ce que signifie aujourd'hui avoir une politique écologiste dans cette Europe qui se redessine. Les 3 crises que je voudrais évoquer, très simplement, c'est d'abord une crise sociale ou économique. Soulignons tout de même que les progrès que les sociétés européennes ont faits en matière de création de richesses, pour toute une partie de la population, ne sont pas perçus comme des progrès. En partie, c'est parce que la croissance du PIB, qui est la mesure encore à travers laquelle l'on veut mesurer le progrès économique, masque le fait que pour beaucoup de gens, les revenus réels ont stagné, voire ont régressé, surtout si l'on s'intéresse à la différence entre les dépenses contraintes, le loyer, la mobilité par exemple, et ce qui subsiste comme budget que l'on peut dépenser à loisir après la soustraction de ces dépenses contraintes. Et donc, je crois que beaucoup de gens ont l'impression que l'Europe, jusqu'à présent, ne leur a pas rendu service, leur niveau de vie n'a pas augmenté, et en dépit des progrès économiques que sur le plan macroéconomique, l'on prétend avoir réalisé. Et ceci d'autant plus que ces gens sont victimes de la croissance des inégalités qui, très largement, sont imputables à la concurrence fiscale que se livrent les États membres dans l'espace européen, avec, en raison de cette concurrence fiscale, un poids de plus en plus important de la fiscalité indirecte sur la consommation par rapport à la fiscalité directe, des impôts sur les revenus, et au sein même de la fiscalité directe, un déplacement du poids des contributions des entreprises et des revenus les plus élevés vers les ménages, et notamment les ménages les plus pauvres, tout simplement parce que ces ménages, notamment défavorisés, sont moins mobiles et par conséquent ont plus de mal à échapper à l'impôt, ne peuvent pas menacer de s'expatrier comme le peuvent les grandes fortunes ou comme peuvent menacer les entreprises de délocaliser. Et donc, on a une Europe qui n'a pas, jusqu'à présent, su véritablement répondre à ce défi, qui, à défaut d'harmonisation fiscale, n'a pas pu réagir à la concurrence fiscale que les États membres se livrent, et qui, en plus, reste prisonnière d'un modèle productiviste dans lequel la standardisation de la production, les économies d'échelle réalisées par les grandes entreprises qui dominent
les logistiques, les chaînes longues de production peuvent capter une partie du pouvoir politique en disant ce sont elles qui détiennent les recettes qui permettent d'étancher la soif de consommation de la population. Et donc, on est dans une situation où il est très très difficile aujourd'hui de véritablement aller à l'encontre de cette évolution économique qui nourrit ce sentiment de crise et nourrit, je pense aussi, un certain euroscepticisme. Deuxième crise, c'est la crise identitaire. Beaucoup de sociologues relèvent qu'aujourd'hui, la société est de plus en plus individualiste, les gens ne se sentent pas soutenus par des groupes auxquels ils appartiennent, les parcours sont de plus en plus différents d'individu à individu, de manière telle qu'il n'y a plus des groupes auxquels l'on peut se rattacher et qui rassurent par des mécanismes de solidarité rapprochés. Et les sociologues parlent de l'effritement du capital social pour décrire cela. Exactement comme on a un capital physique, qu'il soit naturel ou artificiel, comme on a un capital financier, on a un capital social qui se mesure par le degré de confiance que les gens se font dans la société, par leur capacité à agir collectivement sur certains enjeux. Eh bien, ce capital social, il est de plus en plus menacé d'érosion. Et la fragilisation des existences individuelles en est la conséquence. C'est au fond la seconde crise que subissent aujourd'hui les populations et qui nourrissent, là encore, je pense, ce sentiment que l'Europe ne répond pas aux véritables attentes. Et puis il y a une troisième crise, et cette troisième crise, elle est plus liée à une crise de la représentativité politique. On a aujourd'hui encore une sociologie des élus qui ne recoupe pas du tout la sociologie de la population. On a une professionnalisation de la politique qui résulte dans cette perception de la politique comme étant peu connectée aux problèmes quotidiens que les gens rencontrent. On a également le sentiment que le savoir, qui auparavant était capté par les notables qui représentaient la population, est beaucoup trop largement dispersé pour que la décision politique et la réflexion puissent être monopolisées par les professionnels de la politique. Et donc on a une défiance vis-à-vis des élites, une défiance aussi vis-à-vis de la démocratie, et bien entendu, la construction européenne subit aussi les conséquences de cette défiance. Alors, ces trois crises, économique et sociale, identitaire et de représentativité politique, sont évidemment des tremplins dont certains politiques s'emparent pour lancer des thèses qu'on peut qualifier de populistes et pour prétendre incarner, eux seuls, à l'exclusion des autres, les sentiments de frustration de la population. Ceci est rendu possible par l'évolution du domaine des médias, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus de gens reçoivent leur information principalement par des réseaux sociaux ou par des organes d'information qui sont très orientés de manière à renforcer leurs convictions. Les sociologues appellent ça le groupthink, c'est-à-dire qu'on est de moins en moins confronté à une information nuancée et diversifiée. Les convictions que l'on a sont constamment renforcées en raison des contacts que l'on noue, et par conséquent, on échoue à comprendre la complexité de la société et la diversité des opinions qui coexistent en son sein. Or, nous savons tous, et là encore des chercheurs le démontrent, la diversité dans un groupe, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans la famille, ou que ce soit dans l'université ou dans la politique, la diversité est au fond une source de progrès, d'amélioration des connaissances et d'imagination élargie pour répondre aux problèmes. Mais aujourd'hui, à défaut de diversité dans les informations que l'on reçoit, l'on n'est plus équipé pour véritablement réfléchir les enjeux avec toute la nuance qu'une société complexe appelle. Alors, je terminerai par simplement une réflexion très, très banale de ma part, qui n'en suis pas spécialiste, sur la sociologie électorale. Je dirais qu'on a vu s'affaisser au cours des dernières années l'axe gauche-droite qui a structuré le débat politique depuis l'après-guerre, et ceci à la fois parce que la gauche a trahi le mandat qui originellement était le sien en se muant en une sorte de social-libéralisme qui n'a fait qu'accompagner
la mondialisation néolibérale et toute la politique des sociodémocrates avec des gens comme Gerhard Schröder ou Tony Blair l'exemplifient. Et la droite, de son côté, a perdu beaucoup de crédibilité parce que la théorie du ruissellement, selon laquelle donner des privilèges et une protection aux revenus les plus élevés aux entreprises bénéficierait finalement à tous et à toutes, cette théorie s'avère complètement infondée, s'avère être une véritable escroquerie. Et finalement, aussi bien la gauche que la droite ont perdu beaucoup de crédibilité aux yeux de la population. Et du coup, on s'est mis en quête de nouveaux clivages, d'une nouvelle géographie politique. Et celle qu'on prétend aujourd'hui nous imposer, c'est un clivage entre, d'un côté, les partisans de la technocratie qui veut accompagner et humaniser la mondialisation néolibérale, d'un côté, et de l'autre côté, les partisans du repli sur soi, xénophobes, protectionnistes, qui disent qu'il faut démondialiser. Et c'est cette opposition que l'on prétend substituer à l'opposition gauche-droite, la manière dont Emmanuel Macron met en scène, en fait, avec sa complicité, son débat avec Marine Le Pen en France, est la manifestation la plus claire de cette redéfinition de l'axe politique structurant. Et ce que je crois, c'est que nous devons substituer à ce deuxième axe un troisième axe, ou plutôt définir autrement la grammaire politique à partir de laquelle le débat peut s'entamer. Et je voudrais définir ce troisième axe comme un axe qui oppose d'un côté les modernes, ce que Bruno Latour appelle les modernes pour être précis, qui au fond croient en une politique hors sol, en le progrès illimité, en la croissance infinie, en des solutions technologiques, et qui veulent accompagner ce progrès pour que nous nous y adaptions dans les meilleures conditions. C'est ce que Bruno Latour appelle les modernes. Et il oppose aux modernes les terrestres. Et les terrestres, ce sont au fond les gens qui cherchent les solutions, les réponses dans les expériences quotidiennes vécues dans les territoires, là où les gens habitent, à travers les expériences des personnes qui sont les victimes de la société contemporaine. Bruno Latour, je le cite sur 2 phrases, il nous dit ceci: « Les modernes formaient un peuple sans territoire, les terrestres recherchent sur quel sol poser leurs pieds. Ils reviennent sur une terre dont ils acceptent enfin d'explorer les limites. Ils se définissent politiquement comme ceux qui se préparent à regarder Gaïa de face, c'est-à-dire à prendre acte du fait que nous n'avons qu'une seule planète sur laquelle habiter et entretenir notre civilisation. » Et donc, je crois que les terrestres, par opposition aux modernes, définissent leur politique à partir de 3 idées, et j'en termine par là, Vincent. D'abord, l'idée qu'il faut prendre en compte les limites de ce qui nous entoure, les écosystèmes, mais aussi la résistance des hommes et des femmes que l'on épuise au travail. Deuxième idée, il faut co-construire les solutions au départ des réalités locales dont les gens font l'expérience. Et troisième idée, c'est qu'il faut apprendre à partir des expériences vécues des gens et pas à partir de grands schèmes idéologiques. Et je pense que, par exemple, quand Pierre Bourdieu, en 1993, publie Les misères du monde, où il reprend des témoignages de personnes en grande pauvreté, ou quand Pierre Rosanvallon, dans les années 2014-2017, à partir de son manifeste « Le Parlement des Invisibles », donne la parole à des anonymes qui, pour la première fois, décrivent leurs expériences vécues, situant ce récit aux antipodes des discours théoriques des politiques hors sol. Je pense que Rosanvallon et Bourdieu percevaient quelque chose de très important, c'est qu'aujourd'hui, la politique, c'est dans les modes de vie, c'est dans les expériences quotidiennes, et c'est par conséquent un autre type d'apprentissage et au fond de doctrine dont les politiques doivent pouvoir peu à peu, vers laquelle les politiques doivent pouvoir peu à peu aller. Et donc, je dirais que le défi pour nous, c'est comprendre d'où viennent ces populismes, les combattre là où ils sont effectivement extrêmement périlleux et problématiques, et offrir des réponses qui partent de l'idée qu'il faut redéfinir le débat politique au-delà de l'axe gauche-droite, mais aussi au-delà de l'axe mondialisation néolibérale d'un côté, repli sur soi protectionniste de l'autre. Je vous remercie. Merci Olivier de Scutter. Merci pour cette approche approfondie
du populisme, qui nous apporte une première grande pièce du puzzle qui nous permettra de comprendre pourquoi, dans 60 jours, l'Europe va vivre une des crises les plus importantes depuis sa création, avec le Brexit. Olivier de Scutter, vous avez parlé de terre. François Reinert, un confrère français, dit « La terre est ronde, cela permet à tous les peuples qui l'habitent de se penser au centre du monde ». C'est ça le populisme. Maintenant, je vous invite à découvrir un autre versant de cette réflexion sur la montée de ce qu'on appelle les populismes avec Justine Lacroix. Merci beaucoup et merci aux organisateurs d'Etopia pour leur invitation ce soir. Je souscris tout à fait aux raisons que tu viens d'avancer donc pour expliquer la montée de, disons, de plus que ce malaise, de ce rejet qu'on observe en Europe. Simplement, j'avais quelques mots. Pourquoi il me semble que, au fond, le vocable de populisme ne permet pas vraiment de saisir ce qui se passe en Europe, et je sais qu'il est omniprésent dans le débat public. Non seulement il ne permet pas vraiment de saisir ce qui se passe, mais il joue un peu aujourd'hui parfois un rôle presque nocif, un rôle d'enfumage pour jeter le discrédit sur toute forme d'alternative, un tant soit peu radicale. Alors, je vais juste m'expliquer quelques instants là-dessus. Je ne veux pas dire que le concept n'ait pas de signification, il en a une en histoire, en sciences politiques. Mais aujourd'hui, dans le débat public, on parle de populisme au sujet de phénomènes qui sont extrêmement différents. Ça a commencé principalement à partir de Trump, c'est de là que date l'explosion du terme. Boris Johnson et le Brexit, puis on parle ensuite des démocraties dites illibérales en Europe centrale, mais on parle aussi de populisme au sujet de mouvements de résistance aux politiques néolibérales, Podemos, Syriza, la France insoumise ou Bernie Sanders aux États-Unis. Et donc, au final, on ne sait plus trop de quoi on parle, et je dois dire que certaines tentatives de définition me laissent un peu sur ma faim. Et là, peut-être, je vais m'écarter un tout petit peu de ce que disait Olivier, parce que moi aussi, j'étais d'accord avec lui au départ, avec l'idée, au fond, c'est cette volonté de s'approprier la volonté du peuple. Et donc, il y a un des meilleurs spécialistes, d'ailleurs, qui dit, voilà, le populisme, c'est quoi? C'est deux choses. C'est la croyance qu'il existe une division entre le peuple et les élites. Et deuxième chose, c'est l'idée que la politique doit être l'expression de la volonté générale du peuple, ce qui est même quelque chose un peu plus faible que ce que tu disais. Bon, alors je vais revenir dans un instant sur cette division entre les élites et le peuple. Mais si on prend le deuxième critère, je ne vois pas ce qu'il y a de répréhensible en soi à en appeler au peuple. Si vous êtes un démocrate au XXIe siècle, que vous voulez modifier l'ordre existant, à quoi donc pouvez-vous en appeler comme critère de légitimité? Vous n'allez pas en appeler à la volonté divine ou au philosophe roi. Donc ce n'est que le peuple auquel vous pouvez vous référer. Et ça a été le cas pratiquement dans tous les mouvements démocratiques qui ont bouleversé l'ordre existant. Ils se sont faits au nom de la volonté du peuple et parce que certaines factions prétendaient mieux représenter la volonté populaire que les élites en place. Et donc, le souci n'est pas là. À mon avis, le souci, c'est comment est-ce qu'on comprend, comment est-ce qu'on définit ce peuple. Est-ce qu'on a une vision du peuple qui, à mon sens, est la seule fidèle à l'idée démocratique d'un peuple divisé, d'un peuple conflictuel au sens d'un conflit civilisé, évidemment, ou est-ce qu'on le comprend sous une forme homogène et unanime? Et là, évidemment, il y a un monde de différence entre un Sanders et un Trump, ou entre Podemos, quoi qu'on en pense, et un Salvini. Et pourtant, on donne le même nom à ce qui est d'une part des demandes de démocratie, des exigences d'inclusion plus large dans la démocratie, et de l'autre, des refus de la démocratie qui sont faits au nom d'une volonté d'exclusion. Et donc, moi, ça me met assez mal à l'aise. Donc ça, ce serait la première raison pour laquelle je trouve que ce terme de populisme ne convient pas. La deuxième, c'est la division des élites et du peuple. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'Olivier vient de dire. Évidemment, il y a une méfiance vis-à-vis des élites dirigeantes et en particulier vis-à-vis, peut-être pas en particulier, et également vis-à-vis des élites de l'Union européenne. Mais
je trouve qu'au fond, ce terme populisme nous donne un peu le sentiment que ce qui se serait passé ces dernières années, c'est qu'on aurait assisté à une levée des masses contre les institutions démocratiques, à des mouvements de foule contre l'Union européenne. Et on oublie de rappeler que ce à quoi on a assisté, c'est aussi à la victoire de certaines élites contre d'autres, et surtout à la faillite de nombreuses élites européennes. Juste 2 exemples. Prenons la Hongrie. La Hongrie s'est transformée lentement, mais sûrement depuis une dizaine d'années, en un régime autoritaire. Alors comment ça s'est passé? On n'a pas vu des foules envahir les rues de Budapest pour réclamer un homme fort. Au départ, on a un dirigeant de centre-droit, considéré comme libéral, qui est élu et qui, une fois élu, va utiliser tous les pouvoirs à sa disposition pour mettre au pied les autres élites, à savoir les juges, les journalistes, les responsables d'ONG, etc., etc. Et finalement, il le fait depuis 10 ans avec pratiquement, pardonnez-moi, la bénédiction des élites européennes et notamment celles du PPE qui ont attendu, à ma connaissance, mars 2019 pour simplement suspendre le Fidesz de leur parti. Autre exemple, le Brexit. Alors bien sûr, le rapport des Britanniques à l'Union européenne a toujours été compliqué. Mais à nouveau, ce qui s'est passé avec le Brexit, ça illustre aussi, je ne sais pas s'il faut parler d'inconséquence, de cynisme d'une certaine élite britannique. Inconséquence de Cameron, qui a promis ce référendum pour gagner les élections et donner des gages à l'aile droite de son parti. Cynisme absolu d'un autre produit de l'élite britannique, sorti d'Eton et d'Oxford, qui a trouvé sans doute, je ne sais pas, amusant de mobiliser un mécontentement populaire qui est réel et qui existe, mais de le mobiliser, de le manipuler en vue de faire sauter le système. Et donc, ce que je dirais, moi, pourquoi est-ce que encore une fois, juste pas terminer, je crois qu'il y a 2 effets pervers peut-être dans cet usage du terme populisme, et c'est pour ça que politiquement c'est important, c'est pas seulement un débat sémantique, c'est que le risque, c'est que du coup on se retrouve effectivement enfermé dans l'alternative que décrivait Olivier, c'est-à-dire soit vous êtes du côté des progressistes, en gros vous êtes du côté de l'Union européenne telle qu'elle fonctionne aujourd'hui, soit vous êtes rejeté du côté des populistes. Et le discrédit est jeté sur toute forme d'alternative, un tant soit peu radicale. Et puis surtout, en les qualifiant de populistes, on leur rend un fier service, parce qu'il y a déjà plusieurs partis, dont le Rassemblement national, qui ont dit ben oui, nous sommes les populistes, nous sommes les seuls à représenter la volonté du peuple. Et c'est ça qu'il faut combattre. Ils ne sont pas les propriétaires de la volonté du peuple. J'ai encore 2 minutes là où Bon, alors je termine. Alors qu'est-ce qui se passe pour de bon ? Alors, il y a ce qu'Olivier a évoqué, sur lequel je ne reviens pas, qui sont des phénomènes de démagogie qui sont sans doute amplifiés, transformés par l'usage, effectivement, des réseaux sociaux. Mais il y a un phénomène très réel, me semble-t-il, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la dédémocratisation. C'est une expression introduite par une philosophe nord-américaine, Wendy Brown, qui a parlé de dédémocratisation. Et pourquoi dédémocratisation ? Vous me direz, aujourd'hui, en Europe, dans l'Union européenne en tout cas, on ne bourre pas les urnes. Les élections sont organisées de façon correcte. Oui, mais il me semble que de plus en plus, on réduit la démocratie justement à ce critère de la volonté majoritaire, à ce critère de l'élection, en oubliant que c'est une condition évidemment nécessaire de la démocratie, mais ça n'a jamais été une condition suffisante. Il n'y a pas de démocratie si les droits individuels ne sont pas assurés, s'il n'y a pas de liberté d'opinion, s'il n'y a pas de diversité des associations, d'une liberté de la presse, qui sont évidemment les conditions pour que l'élection soit considérée comme légitime. Ce qui me permet de dire au passage qu'il y a une autre expression, moi, qui m'agace beaucoup dans le débat public, qui a été notamment promue, enfin pas par lui, mais il l'a beaucoup utilisée par Emmanuel Macron, qui est celle de démocratie illibérale, c'est-à-dire l'idée qu'il pourrait y avoir des démocraties qui ne respecteraient pas les droits fondamentaux. Mais ça n'existe pas, des démocraties libérales. Il y a des régimes autoritaires qui sont assis, qui sont d'un genre particulier, parce qu'effectivement produits d'une élection majoritaire, mais ce ne sont plus
des démocraties. Et donc, il ne faut jamais oublier que la démocratie, encore une fois, c'est la pluralité, c'est la diversité. Et donc, ceux qui se réclament de l'homogénéité au nom de la démocratie nous mentent. Ils sont en réalité contre la démocratie. Alors, juste peut-être une phrase, on aura peut-être l'occasion d'y revenir, peut-être pour juste signaler que je pense que cette tendance à la dédémocratisation, c'est une tendance lourde qui nous concerne tous. Je ne parle pas ici simplement des pays d'Europe centrale et orientale. Évidemment, nous sommes très loin d'une évolution à la Orban, mais il y a aussi dans nos États un certain nombre on peut pointer un certain nombre d'évolutions, notamment le renforcement des pouvoirs de surveillance, le recul des pouvoirs judiciaires, du pouvoir de la justice, la brutalité vis-à-vis de certaines catégories de la population, finalement, le fait que le droit d'asile, qui est un des droits les plus fondamentaux, soit progressivement vidé de son sens. Donc ce sont des tendances lourdes qui nous concernent tous et qui touchent, je crois, vraiment, que là c'est fondamental de le dire, qu'ils touchent vraiment au cœur même du projet européen. Je ne vois pas comment il peut y avoir de projet européen digne de ce nom si ces principes ne sont pas respectés. Ce n'est pas qu'une question philosophique, c'est aussi une question qu'une fédération, ça ne peut pas exister si les États ne partagent pas un minimum de critères politiques, ne partagent pas un certain amour de la liberté politique, comme disait Tocqueville quand il analysait la Fédération des États-Unis. S'ils ne sont pas républicains, comme disait Emmanuel Kant, ça ne marche pas. Et donc voilà, je pense que c'est une question extrêmement difficile pour l'Europe et peut-être une des plus importantes. Et je pense que je vais m'arrêter là, on aura le temps de... C'est très bien, d'autant plus que ce n'est pas fini. Donc nous allons écouter Saskia maintenant, et puis ensuite nos invités vont débattre entre eux, et puis ensuite ce sera à vous de prendre la parole. Donc préparez vos questions. Les questions les plus impertinentes sont les bienvenues. Profitez-en. C'est pas souvent qu'on a des personnes de qualité à notre disposition pour parler Europe et surtout de quelque chose qui s'approche et qui est quelque chose de très compliqué qui risque d'arriver à l'Europe, c'est le Brexit. Merci pour cette approche du populisme. François Mitterrand disait « Quand l'Europe ouvre la bouche, c'est pour bâiller ». C'était à l'époque quelque chose de très vrai, ça l'est encore un peu, mais depuis un certain temps, il y a des choses qui ont bougé au niveau européen. Il y a eu des élections et les Verts ont pratiquement doublé leur nombre de députés européens, avec d'un côté le populisme, on en parlait, qui marque des points, l'extrême droite qui marque des points. On a aussi, heureusement, une tendance totalement opposée qui est en pleine émergence. Et je voudrais remercier Saskia Bricmont d'avoir accepté de participer à cette conférence. Et j'aimerais qu'elle nous dévoile comment se sont passées ces premières semaines au Parlement européen et comment elle a vécu cette question, notamment du populisme. Voilà, Saskia, merci. Merci Vincent. Bonsoir à toutes et tous et effectivement merci pour l'invitation, c'est agréable, pour utiliser ce mot-là et pas un autre, que l'Europe soit au cœur des débats parce que comme vous l'avez dit d'emblée et tous, l'Europe est au centre des décisions et on a parfois trop tendance et on sort d'une campagne électorale et de cette vague malgré tout verte, je reviendrai aussi sur quelques chiffres, où on nous dit tiens, l'Europe écolo fait toujours mieux. Comment se fait-il qu'à l'Europe écolo fasse toujours mieux ? Quelque part, c'est aussi un enjeu pour nous de montrer l'importance de la cohérence des politiques, du local, avec tous nos élus communaux, et tu parlais du terrain et de l'importance de l'expérience de terrain, de tous nos élus communaux, régionaux, fédéraux, jusqu'à l'Europe, puisque l'écologie politique ne se résume pas à des politiques environnementales que, oui, certes, l'Europe a largement contribué à adopter et à imposer au sein des États membres, mais c'est l'importance de la cohérence des politiques. Et ça fait partie des clés, je pense, de la lutte contre les populismes, même si dans le débat, on voit qu'il y a des nuances quand on parle du populisme. Il n'y a pas une forme de populisme. Le populisme est un style politique qui est utilisé, qu'on attribue tant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche. Quand je vais parler de populisme et des exemples que je vais citer, je vais surtout parler de l'extrême droite,
Parce que de ce que j'ai déjà pu vivre et de ce qu'on voit par ailleurs, l'extrême droite et les élus d'extrême droite ont quand même une attitude différente, en tout cas au sein de l'Assemblée parlementaire européenne, des élus d'extrême gauche qui contribuent au débat. Je vais apporter une nuance à ce que je viens de dire au travers d'une anecdote, qui n'en est pas vraiment une. Je me fais interviewer par une journaliste qui organise la série de l'été sur les coulisses du Parlement. Je suis sûre que vous avez tous suivi la série de l'été. Et qui venait d'interviewer Manon Aubry, qui était tête de liste de la France Insoumise et qui est donc récemment élue au sein de la GUE, donc de la gauche unitaire européenne, donc l'extrême gauche européenne. Elle me dit, partagez-vous son avis du fait que, ben voilà, elle, ça fait 3 semaines qu'elle est là et elle sent déjà l'effet bulle européenne. Tout est fait au niveau du Parlement pour qu'on reste dans le Parlement. Il y a une banque, il y a une cantine, il y a des magasins, il y a un coiffeur. Elle trouvait ça vraisemblablement totalement indécent et elle disait, c'est pas étonnant, cette déconnexion du peuple avec l'institution, la bulle européenne, puisque tout est fait, même les journalistes dorment au Parlement européen dans ce qu'on appelle un espace dédié aux rencontres, aux contacts entre les parlementaires et les journalistes. Évidemment, pensons aux étudiants en Erasmus qui vont faire un Erasmus et décident de coter avec uniquement des étudiants en Erasmus comme eux et qui vont parler en anglais dans un pays où ce n'est pas la première langue et qui ne vont pas découvrir le pays qui les accueille. Effectivement, en tant que député européen, on pourrait très bien faire ce choix-là et décider de vivre uniquement dans la bulle européenne. J'ai envie de l'inviter, je vais peut-être le faire, puisqu'en tant que Belge, j'ai ce luxe-là de vivre dans le pays où se situe le siège du Parlement. Et encore, il y en a un autre à Strasbourg, ça va peut-être évoluer. Mais l'inviter à aller voir au-delà du Parlement, à rencontrer les ONG et donc toute la vie associative et la vie festive aussi qui existe au-delà de la place du Luxembourg. Et donc c'est finalement une attitude populiste. Cette manière d'amener les choses, de tout de suite jeter le discrédit, elle n'a pas encore, et moi non plus, je n'avais pas encore vraiment vécu de l'intérieur le travail des commissions et le travail parlementaire. On a 5 ans pour le découvrir, que déjà, elle jetait un discrédit sur cette bulle européenne. Donc oui, mais c'est finalement à chaque élu à faire son autocritique et à vivre la chose de la manière dont il l'entend et puis pas à dénoncer quelque chose qui finalement dépend entièrement de lui. Bref, je m'arrête là pour Manon Aubry. Donc, la vague populiste, la vague noire qui a été annoncée et qui finalement a sans doute contribué aussi à l'augmentation de la participation électorale, parce que ça, c'est important à pointer, face à ce risque de montée des populismes et de l'extrême droite qui était annoncé. Je pense que les électeurs se sont mobilisés et c'est un signal que nous, en tant que démocrates, on doit aussi avoir en tête. Donc le raz-de-marée annoncé n'a pas eu lieu. Les anciens de l'ENL, donc l'Europe des Nations et des Libertés, qui rassemble Le Pen, le Vlaams Belang, l'ECR, donc les conservateurs et réformistes qui rassemblaient notamment le PiS polonais ou la NVA, et l'Europe des libertés et de la démocratie directe, donc un mélange de UKIP et du mouvement 5 étoiles, avec les non-inscrits, compte aujourd'hui 176 membres, là où ils étaient à 171 avant. Donc une progression de 5 sièges, tous réunis. Donc la déferlante n'est pas là. Ont-ils réussi à constituer un groupe? Parce que ça, c'est une question importante. Et donc, au niveau du Parlement européen, vous savez que les partis se rassemblent au sein de groupes politiques. Nous, on est au sein du groupe des Verts et de l'Alliance libre européenne. Alors oui, il y a un groupe qui s'est constitué, le groupe ID, Identité et Démocratie, qui rassemble notamment le Rassemblement national, le Vlaams Belang ou la Ligue italienne. Et il s'est constitué autour de thèmes comme la sécurité, rien d'étonnant, la migration et l'économie. Ils ont 73 élus. 73 élus et on en a, nous, 75. Ce qui signifie, avec un potentiel Brexit, que nous, les Verts, allons perdre au moins 6 sièges avec le Brexit. Nous sommes actuellement le 4e groupe politique. Nous pourrions vraisemblablement être dépassés par le groupe ID, Identité et Démocratie, qui deviendrait par là le 4e groupe et nous le 5e, ce qui a évidemment des conséquences en termes de poids politique et de moyens.
Le premier groupe reste le PPE, Parti conservateur, hein, le Parti populaire européen avec 179 députés, suivi des sociodémocrates, 153, mais qui ont ensemble, les forces traditionnelles ensemble, ont perdu, ont régressé dans le spectre européen, suivi des anciens libéraux de l'ALDE devenus Renew Europe, avec 106 élus, et puis nous, les Verts, avec 75 élus. Alors, on voit que majoritairement, ces groupes d'extrême droite votent de manière assez cohérente sur les politiques européennes, mais il faut quand même aussi savoir que des élus au sein du PPE, où siège le CDH notamment, votent aussi largement comme ces groupes-là, comme les partis conservateurs et d'extrême droite, sur les questions d'égalité de genre, par exemple. Et donc, effectivement, les enjeux qui nous font face aujourd'hui au Parlement européen, ce sont les alliances objectives qui vont pouvoir se créer en fonction des thématiques qui seront sur la table. Parce que contrairement à ce qu'on connaît au niveau national, où c'est majorité contre opposition, la majorité soutient l'action du gouvernement et l'opposition la critique, hein, je caricature, mais on est quand même là-dedans. Au niveau européen, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est en fonction du sujet qui est traité que des alliances se créent entre les différents groupes. À l'initiative des Verts, avons essayé de contourner ça, ou en tout cas de se dire, OK, on va, pour assurer une politique stable et pérenne pendant 5 ans, négocier entre les 4 grands groupes politiques, les sociodémocrates, le PPE, les libéraux et les Verts, une sorte de feuille de route politique avec un contenu sur base de nos propres propositions programmatiques qui étaient dans notre manifeste européen et qu'on a porté pendant toute la campagne, que Olivier a rappelé dans son intervention, pour constituer donc cette feuille de route que le Parlement européen allait donc livrer à la Commission européenne et sur base de laquelle la Commission allait pouvoir établir son casting et désigner son ou sa présidente. C'était ça l'objectif des 4 grands groupes dès le lendemain des élections, où des négociations ont démarré pour avoir ce travail de fond, le projet avant l'attribution des top jobs. Et là, si chaque groupe avait joué le jeu, ça aurait été un véritable renforcement du rôle du Parlement européen dans le tableau démocratique. Pourquoi ? Parce que c'est inédit que le Parlement, quelque part, donne à la Commission mandat pour établir son travail politique pendant les 5 années à venir, et que le Parlement influence par là aussi le casting de la Commission européenne. Ici, on est loin de ça, vu que au fur et à mesure, c'est le Conseil européen, donc les États membres qui ont repris la main, pour ne pas dire les États membres France et Allemagne, le duo franco-allemand, malgré une Allemagne qui, quand même, et une Angela Merkel qui sont quand même déforcées dans le spectre politique européen. Ils ont repris la main pour, et vous avez sans doute suivi, désigner les top jobs, pas uniquement une présidente de la Commission européenne, mais aussi un président du Conseil européen, le haut représentant aux affaires étrangères, et c'est là qu'on va loin dans le déforcement des pouvoirs du Parlement européen, mais même dans ce paquet de top jobs a été négocié le poste de président du Parlement européen, vu que c'est comme ça que les sociodémocrates ont eu la présidence du Parlement européen et ont finalement renoncé à négocier un projet avant de se voir attribuer des postes. Autant dire que les Verts ont été mis hors jeu dans toutes ces discussions-là, vu qu'il n'y a pas d'écologistes au Conseil européen. On n'a pas été consulté sur ces attributions. Et donc, une fois que ces attributions étaient faites, ça n'avait plus de sens de continuer la négociation sur cette fameuse feuille de route. Donc, les négociations se sont arrêtées, et puis il y a eu l'audition de Ursula von der Leyen, donc la présidente, qui a été élue à 9 voix près. Elle n'était pas élue. Elle a eu 383 voix. Il lui en fallait 374 voix pour passer. Ce qui est interpellant, c'est que les 3 grands groupes ensemble, c'est 444 voix. 444 voix, et elle est passée avec 383 voix. D'où viennent les autres voix qui lui manquaient ? Je vous laisse deviner. Voilà.
de partis conservateurs et d'extrême droite. Elle a notamment eu des voix du PiS polonais, du mouvement 5 étoiles. Donc, enfin, voilà, le débat est controversé quand il s'agit de catégoriser le mouvement 5 étoiles. Mais donc, elle a préféré compter pour son programme politique et pour se faire nommer sur des voix de l'extrême droite et des conservateurs, plutôt que de se dire « je vais essayer de travailler avec les écologistes comme 4e grand groupe et finalement d'avancer vers un programme ambitieux ». Donc, on peut en déduire, mais on y reviendra, je pense, dans le débat, que quelque part, le programme vert, climatique, mais aussi en termes de migration, etc., qui sera porté par la Commission européenne, sera largement en dessous de nos attentes, même si certaines choses sont intéressantes dans le projet qui est sur la table et qu'on verra notamment dans la constitution du casting de la Commission européenne qui est en cours, les profils des différents commissaires. Et ça, le verdict, ce sera en octobre, quand on auditionnera au niveau du Parlement européen les différents commissaires. Avant de continuer, avant de faire la deuxième étape, un débat entre nos 3 invités, je vais leur faire une petite surprise. Je ne leur en ai pas parlé, mais j'aimerais les faire réagir à un nom, chacun. Olivier de Scutter, si je vous dis Ursula von der Leyen, qu'est-ce que vous me dites? Après ce qu'il a dit, c'est difficile. Mais donc moi, je ne la connais pas. Je suis admiratif du combat qu'elle a conduit pour les droits des femmes en Allemagne sur certains sujets qui, en Allemagne en particulier, n'ont pas été faciles à porter, notamment au sein de la CDU. Sur les questions notamment de renforcement des services de garde d'enfants et sur la question du congé parental, elle a eu tout de même ce courage-là. Et donc, je pense que c'est un point positif. Maintenant, il y a évidemment, quand on est président de la Commission européenne, il y a toute une série de compromis qu'on doit passer. Et c'est vrai que elle est dans une situation où les États membres attendent de pouvoir continuer de la contrôler. Donc on verra ce qu'elle va faire dans son mandat. Il y a un point sur lequel je suis encouragé personnellement, parce que c'est un combat qu'avec beaucoup d'ONG, nous avons conduit depuis 2 ans et demi, 3 ans pratiquement. On demandait une politique alimentaire de l'Union européenne, c'est-à-dire que l'Union européenne se dote d'une stratégie pluriannuelle pour transformer l'alimentation de la fourche à l'assiette, en mettant ensemble les questions d'agriculture, de santé, d'environnement, d'emploi, pour que les systèmes alimentaires se fassent plus durables. Et je suis quand même ravi de voir que dans les priorités politiques que Ursula von der Leyen a présentées au Parlement européen figurent quelques phrases sur cette politique alimentaire que cette coalition d'ONG appelle de ses voeux et qui a donné lieu à toute une série de forums, de séminaires, etc. C'était quand même une campagne très intense. Et dans les documents qui ont fuité vers la revue Politico, qui sont tous les briefings que les DG de la Commission européenne ont envoyés à Ursula von der Leyen pour que ça nourrisse la réflexion sur le programme législatif de la Commission, la DG Agri met en tête de ses propositions une politique alimentaire durable, Sustainable Food Policy, et je suis très encouragé de voir cela. Et pourquoi est-ce que je signale ça? Pas parce que je trouve qu'Ursula von der Leyen va faire des choses magnifiques, pas du tout. Mais parce que cette campagne pour une politique alimentaire commune de l'Union européenne, commune, c'est un peu une taquinerie de notre part, c'était pour faire un contrepoint avec la politique agricole commune que nous avons. Cette campagne est quand même un exemple d'une capacité pour les ONG de se mobiliser sur des enjeux européens en faisant travailler ensemble des syndicats, des organisations paysannes, des ONG environnement, des ONG qui se battent pour les rapports nord-sud, etc. On a fini par peser. Et les 82 propositions qui sont le résultat de ces 3 années de travail ont été lues ligne par la Commission européenne, consciente des attentes qui se sont développées à cet égard. Donc, moi, je suis profondément critique de l'Europe telle qu'elle s'est faite, mais profondément pro-européen.
Parce que je crois que c'est à ce niveau-là qu'on peut changer les choses. Si on se contente d'investir notre énergie politique au niveau national, on va chaque fois nous dire, vous savez, nos concurrents dans l'espace économique européen ou dans le marché intérieur vont nous faire payer cher des concessions que vous nous demandez de faire, etc. Et au niveau social, fiscal, environnemental, ça va être très difficile. Donc le niveau européen est absolument stratégique et il y a des dossiers sur lesquels on peut faire des contre-propositions. Et cet exemple de la politique alimentaire, moi je vais continuer à suivre ça dans les 4 ou 5 années qui viennent, eh bien oui, ça me donne un petit peu d'espoir. Maintenant, Saskia, à juste titre, parlait du casting en train de se faire pour la Commission européenne. C'est vrai que la grande crainte qu'on a, c'est que les Verts ne soient pas du tout présents dans l'exécutif européen au niveau de leur représentation dans la population. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas dans les gouvernements nationaux de parti vert qui est associé au pouvoir de manière à pouvoir peser là-dessus. Et ça, on va en parler plus tard, probablement. Mais voilà. Merci pour cette approche de la future présidente de la Commission, Justine Lacroix. Beaucoup de mots pour quelqu'un que je ne connais pas quand même. Hein. Si je vous dis Matteo Salvini... Et je dois improviser comme Olivier, là. Je pense que c'est une improvisation, en tout cas, on n'a rien préparé. Matteo Salvini, moi c'est intéressant que vous posiez cette question parce que évidemment on pourrait se dire voilà l'exemple type du leader populiste puisque effectivement on a cette volonté démagogique et tout ça, mais moi, il me semble que, s'agissant en tout cas du style qu'a pratiqué Salvini au cours des derniers mois, il n'est pas outré de parler pratiquement de pré-fascisme. Et pourquoi est-ce que je dis fascisme ? J'ai vraiment hésité. En fait, je suis venue à cette idée après une discussion avec un de mes collègues qui m'a convaincu sur ce point, qui me disait en fait quand on pense fascisme aujourd'hui, on pense Hitler et les SS, donc la deuxième phase des régimes totalitaires. Et on oublie un peu ce qu'était le fascisme de l'origine, le fascisme dans les années 20, et aussi bien en Allemagne qu'en Italie, d'ailleurs les SA qui ont été liquidés par les SS, c'est-à-dire aussi cette volonté de dépasser la gauche et la droite, une politique sociale importante, un appel au peuple. Et donc, je trouve que là, il n'est pas outré de commencer à parler de fascisme, et même, alors j'ai même appris que quand on parle de la tournée des plages de Salvini, que Mussolini aussi aimait beaucoup se montrer en maillot de bain sur les plages, exposer sa virilité. Donc voilà, alors maintenant, Salvini à court terme a raté son coup. On a réussi à sauver les meubles. Je ne connais pas assez la situation politique italienne pour savoir combien de temps ça va durer. Bon, je pense qu'on malheureusement n'a pas fini d'entendre parler. Voilà, faut-il rappeler que Salvini, sa formation est aux alentours de 38% dans le spectre politique italien. Donc on a une Europe qui risque d'être déchirée d'un côté par une Italie de plus en plus eurosceptique, pratiquement sécessionniste, et de l'autre côté un Brexit qui est pour bientôt. Mais je pense soudain à un troisième personnage, Saskia, si je dis Danny Cohn-Bendit. Alors, je vais grignoter sur mon temps de parole pour juste avoir une mini-réaction à la fois à Salvini et à la fois à von der Leyen. Je partage ton optimisme et je suis de nature optimiste, donc j'ai aussi envie de croire dans ce projet européen et c'est pour ça d'ailleurs que, que j'ai participé aux élections et que je suis là où je suis aujourd'hui. Néanmoins, l'aspect positif, c'est que ce soit effectivement dans le programme et ce sera un levier politique pour nous tous et pour la société civile, et on en aura doublement besoin, je pense, de continuer, parce que tout le processus que vous avez mené, il faudra encore pendant au moins 5 ans batailler pour y aboutir, et le fait que ce soit écrit noir sur blanc, c'est un atout. Qu'elle y croit, je n'y crois pas. Mais c'est pas grave, elle va évoluer, et j'ai aucun doute là-dessus, parce qu'on a déjà vu entre son audition et son discours, il y a eu une marge de progression assez bluffante, parce que son audition, elle était réellement en dessous de tout. On était 75, elle a été questionnée sur une série d'enjeux qui n'étaient pas des surprises. C'est vraiment, on prend nos 10 priorités politiques pour les élections, c'était ça. Donc elle aurait pu être préparée et briefée notamment par les DG de la Commission pour répondre.
Et clairement, là où elle ne voulait pas ouvrir une brèche, à savoir la réforme de la politique agricole commune, par exemple, le dire, mais elle n'est pas venue sur le terrain de l'alimentation, elle n'est pas venue sur le terrain des pesticides. Elle a même mis en cause le principe de précaution, en disant qu'elle faisait confiance aux études scientifiques. Enfin, donc elle nous a sorti des trucs où on se dit, mais est-ce qu'elle sait à qui elle s'adresse ici? Enfin, donc voilà. Donc je ne crois pas qu'elle y croit, mais je suis optimiste quant au fait qu'on va pouvoir actionner ces leviers-là et le fait que ce soit dans ce programme pour faire avancer les choses. Et sur Salvini, et tu l'as dit dans ta première intervention, tout ça s'est fait, et la montée de Mussolini, avec la complaisance, voire la collaboration des élites européennes. Et je trouve qu'aujourd'hui, on est là-dedans. Donc aujourd'hui, l'évolution du paysage politique italien peut nous rassurer un petit peu en se disant, bon, ouf, il est en train de se passer autre chose et donc on va peut-être évoluer vers autre chose. Mais il n'empêche que la politique migratoire se fait avec la complaisance des autorités européennes. Aujourd'hui, l'Europe forteresse, c'est pas l'Europe, hein, c'est nos États membres, ce sont nos dirigeants, nos ministres, nos présidents qui décident de cette politique. Et qui, quelque part, aussi ont soutenu, d'une certaine manière, la politique menée par Matteo Salvini. Et donc c'est là que la montée des populismes, à nouveau, hein, voilà, ne généralisons pas, etc., mais se fait avec la complaisance, la complicité, tant sur le fond que sur la forme des partis traditionnels et des élus. Alors, la question qui m'était adressée, en fait... Excellent. Dany, c'est la preuve que je n'ai pas tellement envie de répondre à cette question, mais je rejoins Olivier, en fait, par rapport à ce clivage et au fait qu'il y a une troisième voie et que la troisième voie proposée par Macron n'est pas une troisième voie, c'est simplement le statu quo, c'est l'Europe que l'on dénonce, c'est l'Europe qui a amené à cet euroscepticisme, c'est l'Europe qui a mené aussi aux émissions de CO2, au fait que nous sommes largement contributeurs au réchauffement climatique, c'est l'Europe des traités commerciaux néolibéraux qui ont des effets néfastes dans le Sud, c'est l'Europe... Enfin voilà, aussi notre histoire coloniale qu'on n'a pas assumée et des politiques de coopération, développement qui voient chaque année leur budget raboter. Donc c'est cette Europe-là que nous, on ne veut plus et on porte cette troisième voie politique que tu as très bien expliquée et qui amène un autre projet pour l'Europe, un projet de transition. Enfin, je ne vais pas refaire le projet. Et moi, je ne crois pas que c'est un projet qui peut être mené aujourd'hui par Renew. Il y a eu pas mal de tranches fuges. Hein. On parle de Dany qui ne s'est pas représenté, mais il y a Pascal Canfin, il y en a d'autres qui aujourd'hui siègent dans ce groupe. Alors s'ils peuvent contribuer à faire évoluer la pensée libérale de Renew Europe, donc néolibérale, et d'y amener davantage de transition, etc., ben, tant mieux. Tant mieux, alors ils auront atteint quelque part une partie de leur objectif. Mais je pense que la présence de ces 75 membres du groupe des Verts, Alliance Libre Européenne, oui, certes des régionalistes, mais qui votent avec le groupe sur la majorité des enjeux, est crucial parce que c'est de cette manière-là qu'on pèse dans le débat. Et on peut peser dans le débat. Le groupe des Verts l'a montré ces 5 dernières années. Toute une série de dossiers où, en groupe et en allant chercher des alliances, des alliés dans les autres groupes, on peut faire avancer les politiques et on peut aussi limiter la casse dans certains autres dossiers beaucoup plus chauds. Et un des gros dossiers chauds, c'est le dossier migratoire. Moi, je siège dans la commission des justice, liberté, affaires intérieures, qui s'occupe des politiques migratoires. Et je peux vous dire que là, les populistes, l'extrême droite conservatrice est extrêmement présente et active, alors que c'est un des dossiers législatifs majeurs de l'Union. Et donc là, le fait d'avoir aussi un groupe politique uni et de travailler par alliance avec la gauche, là en l'occurrence, est crucial et importante pour faire en sorte de continuer à faire progresser les politiques. Et là, je n'attends pas le groupe de Dany pour faire vraiment avancer les politiques. Ni là, ni d'ailleurs dans les dossiers de commerce international où je siégerai aussi. Merci, ça nous permet de suivre directement sur un court débat sur 2-3 questions et puis ensuite nous vous donnerons la parole. Donc nous sommes le 26 mai, les élections sont terminées et il en ressort un effondrement du Parti populaire européen, les démocrates chrétiens qui gouvernent l'Europe avec les socialistes depuis le début, depuis son existence, une percée
énorme des populistes de l'extrême droite qui, s'ils étaient ensemble, arriveraient pratiquement à la même hauteur que le Parti populaire européen. Mais heureusement, ils ne parviennent pas à s'entendre. Avec 170 députés, ce serait la deuxième force de l'Union européenne. Et puis, avec les Verts qui réussissent un bel exploit qui est de pratiquement doubler, avec le parti pirate allemand, de pratiquement doubler leurs députés. Le lendemain, on propose à Philippe Lamberts, et j'ai suivi ça de très près, d'essayer de constituer une quadripartite, en tout cas une feuille de route dont parlait Saskia. Et donc, le PPE met aux commandes les Verts, il leur dit, allez-y, faites quelque chose, on va faire quelque chose de bien, on va influencer la prochaine Commission européenne. Et pendant ce temps-là, bien évidemment, pendant que Philippe prépare quelque chose de sérieux, eux préparent sur le côté, avec En Marche et Macron et Angela Merkel, préparent une liste de 4 personnes, dont Charles Michel, qui vont gouverner l'Europe de demain. En réalité, on aura Emmanuel Macron, qui sera vraiment la première force politique dans l'Union européenne. C'est un mouvement de balancier. Angela Merkel, pendant 12 ans, à diriger l'Union européenne. Ce sera maintenant au tour d'Emmanuel Macron de prendre les commandes pendant qu'un prochain dirigeant allemand assoira son autorité. C'est un peu schématique parce que l'Union européenne fonctionne avec une mécanique qui permet de corriger beaucoup de choses, aux petits États de se coaliser pour mettre à mal un grand État, donc ce n'est pas aussi simpliste que ça. Mais la question que je vais poser maintenant, c'est de savoir comment est-ce que les Verts vont s'inscrire dans ce paysage. Comment est-ce que vous les voyez s'inscrire, Justine, Olivier? Comment est-ce qu'on pourrait faire avec ça? Est-ce qu'il faut de temps en temps gouverner avec Macron? Est-ce qu'il faut être dans l'opposition? Voilà, je suis très curieux de savoir. Merci. Donc, l'objectif premier au sortir des élections, c'était effectivement d'établir cette feuille de route. Et ça, on n'y est pas arrivé. On a aussi vu, dans le cadre de ces négociations, et ce n'était pas inintéressant puisque c'était un peu une première, quelle était la marge de manœuvre, quelle était la marge de progression possible des différents groupes, là où on était éloigné politiquement. Jusqu'où étaient-ils prêts à aller pour faire en sorte d'atteindre un compromis à un moment donné? Le plus intéressant, c'était évidemment de voir au niveau du PPE, puisque c'est de eux qu'on est les plus éloignés politiquement malgré tout, sur des dossiers notamment, je reprends migratoire ou d'état de droit, l'activation de l'article 7 vis-à-vis de la Pologne, hein, donc fin des procédures en matière de respect de l'état de droit, etc. Et on voit que leur marge de progression était très faible. Très faible dans le chef des négociateurs en tout cas, mais on a aussi pu identifier quelques élus vers qui on pourrait se tourner pour aller chercher des alliés sur des dossiers comme ceux-là et constituer ces fameuses majorités ad hoc, puisqu'il n'y a à nouveau pas de majorité d'opposition. On a dit, on ne votera pas aujourd'hui, vu l'échec de l'audition de Mme von der Leyen devant le groupe des Verts, vu qu'il y a toute une série d'absences dans le programme politique, notamment une réforme de la PAC, il n'est même pas question d'ouvrir la discussion. Dans le chef de von der Leyen, la négociation telle qu'elle est aboutie, elle n'est pas aboutie au niveau du Parlement, elle doit encore avoir lieu, mais pour elle, garder la voie actuelle est de facto acquise. C'est au cœur de notre politique, nous, la réforme de la PAC, et le fait d'aussi amener des considérations sur le plan alimentaire. Mais il n'empêche qu'on lui a signifié que on votait contre son investiture parce que ce n'était pas le modèle que l'on avait défendu, et 2, il y avait toute une série d'absents et on les a listés dans son programme politique, mais que les Verts seraient là pour soutenir toute politique qui ira dans le bon sens. Et je pense que c'est
la position constructive à avoir, notamment dans une institution comme le Parlement européen, puisque l'objectif, c'est de faire avancer toute une série de politiques qui vont ensuite se mettre en œuvre au sein de l'ensemble des États membres et faire progresser des questions sociales. Je pense qu'il y a un enjeu fondamental au niveau européen aujourd'hui, c'est de faire progresser les questions d'harmonisation sociale et fiscale, que ce soit les droits des travailleurs, que ce soit... toute une série de choses liées aussi aux droits des enfants, que la libre circulation soit vraiment quelque chose d'effectif en termes aussi de droits sociaux. Et puis les réformes fiscales, je ne veux pas y revenir, mais les sources de la crise et de la montée des populismes, c'est aussi à un moment donné qu'on en est arrivé à des situations de dumping fiscal. Et donc, voilà, tout le travail qui est mené notamment par Philippe et qui continuera à l'être. Et si la Commission va dans le bon sens, on avancera. Par exemple, dans son programme, et je m'arrêterai là, elle a inclus la banque climat. Donc là, elle a donné une espèce de gage aux Verts et à certains, un membre en particulier, la Routourou des sociodémocrates, c'est de mettre en place une banque climat. Et donc oui, c'est bien, mais est-ce que ça veut dire que par ailleurs, on maintient le mécanisme de la Banque européenne d'investissement tel quel et on continue à investir dans les énergies fossiles ? On verra. Si c'est ça, est-ce qu'il s'agit de faire du 80-20 et d'investir une partie dans les énergies renouvelables ? C'est déjà bien, c'est déjà une première étape, mais c'est pas ça. L'objectif d'une banque pour le climat, c'était d'amplifier la transition et de pouvoir financer la transition écologique de l'Europe. Donc voilà, on verra en fonction des sujets. Mais il y a des alliances possibles, puisqu'elle a une majorité très très courte, beaucoup plus courte que celle de Juncker. Donc il y aura sûrement des prises. Olivier de Schutter. Mais moi, je croyais que j'échappais aux questions politiques comme ça, mais bon, non, moi je dirais que pour moi, ce qui manque quand même encore comme mot dans le débat, c'est le mot de cohérence. Parce que je suis quand même étonné de voir qu'on a une Union européenne qui proclame adhérer à des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et qui négocie des accords internationaux qui vont exactement à rebours de cet objectif. Je suis quand même étonné de voir une Union européenne qui dit aux États « Attention, vos budgets publics ne peuvent pas dépasser telle ou telle limite, 3% de déficit annuel, 60% du PIB en dette cumulée », et en même temps qui tolère la présence de pesticides, notamment de glyphosate, qui rendent les gens malades et qui épuisent des budgets de soins de santé. Et dans les années qui viennent, on va voir ça exploser encore plus. Je suis quand même étonné de voir qu'on a une Union européenne qui se prétend en faveur de la transition écologique et qui veut faire surtout travailler plus les gens, donc consommer davantage et donc faire marcher la machine productiviste sans avoir le courage de parler de réduction généralisée du temps de travail. Et donc, la cohérence, pour moi, c'est cela sur quoi des alliances peuvent se fonder. Et pour l'instant, je crois qu'il y a un vrai problème dans l'Europe. C'est en partie parce que la politique européenne est une politique qui n'est pas comme une politique nationale, avec un Parlement qui vote la confiance sur un programme qui est négocié entre un petit nombre d'acteurs. Non, tout est de l'ordre du compromis négocié. Et donc, on a des incohérences parce qu'il n'y a pas de vision. Voilà, il n'y a pas de vision. Et on a entendu un tas de choses de von der Leyen, mais pas une vision qui engage et qui emporte, en tout cas pour ma part, mon adhésion. Oui, moi j'étais restée un peu silencieuse sur la question de savoir quelle était la stratégie que les Verts devaient adopter, mais effectivement, je pensais à ce qu'Olivier disait il y a un instant. Peut-être qu'on ne se rend pas compte finalement que les populistes d'un côté et puis l'irruption des Verts de l'autre côté nous rendent un sacré service, c'est que ça permet de politiser le projet européen. Qu'est-ce que j'appelle politiser un projet européen ? C'est le rendre conflictuel. C'est voir Olivier, par exemple, qui se met en colère alors qu'il est pro-européen. Et donc, l'idée, c'est que sur certains projets, il faut aller au conflit, il faut aller au dissensus. Que pendant trop longtemps, l'Union européenne, c'est vraiment une machine à fabriquer du consensus avec deux très grands partis qui se répartissaient les sièges, qui... Je ne connais plus le chiffre exact, mais je l'avais vu, c'était impressionnant. Pratiquement 7 cas sur 10 votaient dans le même sens, en réalité, parce que tout était arrangé avant. Et donc, ça donne le sentiment d'un débat interdit. Et c'est pour ça que moi non plus, l'opposition progressiste-nationaliste ne me convient pas, parce que ça veut dire qu'on ne peut pas discuter de la forme politique de l'Europe. Et donc, si des majorités peuvent se construire
sur la question des migrants, où aussi il faut de la cohérence. On ne peut pas avoir une Union européenne qui fait figurer des principes de respect de l'état de droit, des droits de l'homme et tout ça, son article 2, et puis qui passe des deals avec le Soudan ou la Libye. C'est pas possible. Donc toutes ces choses-là doivent pouvoir être dénoncées, mais par des pro-européens qui vont aller au conflit avec leurs collègues tout aussi pro-européens qu'eux, mais qui peuvent avoir des visions respectables, mais différentes sur les questions climatiques, sur les questions de migration, de finances, etc. Tout ça nous rappelle qu'on attend les Verts aussi comme force d'opposition, ce qui me rappelle l'anecdote de la prise de parole de Philippe Lamberts lors de la visite d'Emmanuel Macron au Parlement. C'est quelque chose qui a eu beaucoup d'impact, parce qu'on était habitué à un ronron envers le président français, envers Angela Merkel. Et là, il y a eu une dissonance énorme. Et quelquefois, ça fait du bien, ça fait avancer la démocratie. La cohérence, c'était tout l'objectif de la feuille de route. Ouais, absolument. Cette feuille de route, l'objectif, c'était de mettre de la cohérence dans les politiques, de définir un projet pour l'Europe avant de dire on y envoie un tel, un tel, un tel. C'est quoi le projet de la Belgique en envoyant Reinders et Michel? C'est quoi le signal? C'est quoi le message qu'on envoie? C'est ça la question. Parce que, voilà, c'est encore... Voilà. Et c'est pour ça que, en tant que Verts, on n'est pas d'accord avec la méthode qui a été utilisée pour définir ce casting, parce que ce n'est pas le message qu'on veut envoyer. Des libéraux à l'Europe, des néolibéraux à l'Europe, il y en a assez. L'Europe est suffisamment libérale. On devait d'abord aussi, au niveau belge, et chaque État membre devrait faire cet exercice, discuter du projet européen que veut mener la majorité en place. On n'a pas de majorité au fédéral, ok. Mais pour info, l'urgence est toute relative, parce qu'on sait depuis toujours qu'on va devoir désigner un commissaire européen. C'est pas il y a 15 jours qu'on a appris qu'on allait devoir le faire. Et pourtant, il y a une autre urgence qui se profile et qui fait que la Commission a besoin d'une équipe en place. C'est Halloween. Halloween, pourquoi? Dans 60 jours, c'est le Brexit. Dans 60 jours, le Royaume-Uni va quitter, pourrait quitter ou pas. Jusqu'ici, il n'en sait rien. En tout cas, devrait, ça semble être la dernière étape, quitter l'Union européenne. Il y a des risques sur les marchés financiers, il y a des risques politiques énormes, il y a des risques pour l'Union européenne. Est-ce que l'Europe est en danger? Est-ce que vous voyez une issue? Je vais commencer par Olivier. Moi, je suis depuis le début convaincu que le Brexit n'aura pas lieu. Et je crois qu'il y a, évidemment, c'est un jeu dangereux qui est en train d'être joué avec du bluff de tous les côtés, mais j'ai arrêté de comprendre les multiples résolutions que le Parlement de Westminster avait adoptées, mais à ma connaissance, la reprise des travaux parlementaires le 14 octobre permettra au Parlement de se prononcer oui ou non en faveur de la sortie de l'Union européenne, alors soit avec un nouvel accord, une nouvelle déclaration négociée avec l'Union européenne, soit sans accord. Mais j'ai quand même l'impression qu'à côté du coup d'État de Boris Johnson, il y a de l'autre côté une coalition inédite qui naît, au service de laquelle Jeremy Corbyn s'est mis, en acceptant de ne pas faire de sa nomination comme Premier ministre la condition que cette contre-offensive se joue, et qu'il y a des forces politiques britanniques qui, avec les libéraux, avec les Verts, avec le Labour et quelques dissidents, peuvent faire une contre-majorité. Donc je suis pas convaincu qu'on aura le Brexit. Alors si on a le Brexit, je ne suis vraiment pas en mesure de mesurer les conséquences, et très honnêtement, personne n'est en mesure d'anticiper les conséquences en chaîne de ce départ qui ne sont pas toutes mesurables. Est-ce que vous croyez que Boris Johnson peut aller au bout de sa folie, entre guillemets, au bout de son programme?
Mais Vincent, est-ce que vous le sentez capable d'aller jusqu'au bout? Vincent, qu'en penses-tu, toi qui as côtoyé ce monsieur dans les couloirs du Parlement européen et de la salle de presse? C'est vrai qu'on a commencé ensemble notre carrière de journaliste et ce monsieur avait des trous à ses chaussettes. En bon aristocrate anglais, il était très intelligent et à la fois complètement fou. Donc je ne pense pas qu'il soit capable d'aller jusqu'au bout, en tout cas qu'on pourra le laisser aller jusqu'au bout de son programme, en tout cas personnellement je l'espère, si je peux faire une incursion dans le débat, ce qui n'est pas mon rôle. Non, mais en même temps, tu es un observateur très avisé des politiques européennes, donc voilà, tu es tout aussi bien placé pour commenter. Et moi, en tant qu'élu, ce qui me choque, élu du Parlement, ce qui me choque, c'est la suspension du Parlement aujourd'hui. Donc, pour en avoir discuté juste avant, c'est pas inédit dans la situation, le fait qu'on dissolve les assemblées, mais néanmoins, vu le contexte politique, c'est un acte politique majeur, ce qu'il vient de faire là. Pour moi, il est rentré dans une nouvelle case, il est plus populiste, il est autoritariste. Enfin, alors, dans ton milieu, vous le traitiez de bouffon. J'ai lu ça de la part de tes pairs. C'était le bouffon quand il était journaliste. Aujourd'hui, ce bouffon est quand même à la tête d'un État et va prendre des décisions potentiellement irréversibles. Et moi, je pense plus aux gens. Enfin, toutes les conséquences ne sont pas mesurables, mais pendant l'été, un rapport a été publié qui était censé rester confidentiel, mais qui a fuité sur les conséquences pratico-pratiques en matière de sécurité sociale, de conséquences pour les marchés financiers, l'action et le prix des médicaments. Enfin, toute une série de conséquences très pratiques pour les gens. Et donc, qui seront les premiers impactés? À nouveau, une fois de plus, les publics les plus précarisés. Et donc là, le risque, c'est, une fois de plus, à nouveau, qu'il y a un rejet, et quelque part, il sera légitime, du politique. Pourquoi? Parce que, il y aura il n'y aura pas de distinction entre qui sera responsable et quelque part aussi le risque pour que l'Union européenne, auprès de ce public-là, soit aussi reconnue comme responsable de la situation que vont vivre les Britanniques. Et puis il y a la question de l'Irlande qui est loin d'être réglée aussi avec les risques de nouveaux conflits si on va vers un Brexit sans accord. Est-ce que politiquement c'est tenable? Je pense que notre optimisme fait qu'on croit en la capacité du Parlement, même en 15 jours, à trouver une issue qui permettra de bloquer Johnson dans son délire. Je continue à espérer aussi, je trouve que Barnier, pour ça, a quand même mené un travail de fond et de dentelier pendant des mois, des années, pour arriver à négocier quelque chose, alors qu'en face de lui... il avait quand même des interlocuteurs avec lesquels il n'était pas évident de construire quelque chose. Et je trouve que ça, il faut lui reconnaître. Est-ce que, de son côté, il continue à réfléchir à une issue et à travailler? Johnson, dans le cadre du G7, s'est déclaré prêt à discuter. Est-ce que c'est juste une déclaration parmi 36 autres qui ont été faites? En tout cas, il y a eu, à ma connaissance, pour la première fois, une ouverture de sa part pour discuter. Et en même temps, c'est totalement contradictoire avec le fait qu'aujourd'hui, ils suspendent le Parlement. Mais là, c'est aussi de la politique interne. C'est le fait qu'il ne veut pas qu'une fronde se lève contre sa décision. Donc, je ne sais pas. Je ne suis pas prophète. Je n'ai pas de boule de cristal. J'en sais rien. Est-ce qu'on y arrivera ou pas? Je souhaite ardemment que ça n'ait pas lieu, en tout cas. Pour l'anecdote, Boris Johnson, avant d'être journaliste, était à Oxford et il faisait partie d'un club qu'on appelait le Bullingdon Club, avec David Cameron, un club d'étudiants qui consistait à sortir en ville, à Londres, dans les restaurants, et à tout casser. Voilà. Et ensuite, ils venaient rembourser. Voilà. Et donc, c'est une mise en abîme du personnage, particulièrement dangereux à mes yeux. Justine Lacroix, comment voyez-vous la suite? Je ne sais pas, j'ai pas de... Mais c'est vrai, comme Olivier, moi, depuis juin 2016, je me suis dit, ils ne vont pas sortir. Il y a quelque chose, alors c'est peut-être simplement parce que je n'arrive pas à y croire, hein, ça vaut ce que ça vaut. Maintenant, ça commence à devenir quand même... De plus en plus probable. Moi, je voudrais juste insister, si le Brexit doit avoir lieu, je pense que ça va être un drame
surtout politique. On parle beaucoup évidemment de l'impact social en termes d'accès effectivement aux médicaments, aux choses comme ça. Mais moi je ne vois pas comment le Royaume-Uni peut ne pas exploser politiquement. Les Écossais ne vont pas accepter de sortir de l'Union européenne. Ils vont prendre la volonté d'indépendance va reprendre le dessus. Si on a une frontière physique entre l'Irlande, la question de la réunification de l'Irlande va se reposer. Je veux dire, j'ai l'impression que vraiment les premiers où ça va, les forces centrifuges vont aller de tous les côtés, ça va être le Royaume-Uni. Donc pour eux, ce ne sera pas la fin, le Brexit. Merci de vos lumières. Je vous rappelle que c'est donc dans 60 jours, c'est bientôt. Maintenant, c'est à vous. J'espère qu'il y a des questions. Vous êtes invités à venir rejoindre et à terminer ce voyage. On terminera vers 22h. Je donne la parole ici à monsieur. Je vais essayer de faire sourire Olivier. Je commence par déguiser un peu l'atmosphère. Europe, c'est une jeune fille libanaise, très belle. Et Zeus s'est déguisé en taureau pour l'enlever. Et puis il l'a amené à l'Olympe, et là il s'est passé des choses, et la femme de Zeus, elle était furieuse. Et donc, à Europe, elle lui fait subir des malheurs et des malheurs et des malheurs. Et Europe, c'est pour ça que ça ne va pas très bien, n'est-ce pas? Zeus a disparu, mais Europe est toujours là. Bon, ça c'était pour faire sourire un peu. Rétroacte. 3 germanophones se réunissent au début des années 50, même à la fin des années 40. Et ces 3 germanophones, des marches de l'Allemagne, disent plus jamais ça. Et le pape Pie XII, ils étaient tous les 3 très catholiques, leur dit allez-y, foncez. Achille de Gasperi, Robert Schuman et Konrad Adenauer. C'est identifié à la question. Donc, et là maintenant, ça n'a plus aucun sens, ça, pour personne. C'est ça le problème. La question, c'est que vous n'avez pas parlé d'un point précis. Quel est le sens de l'Europe? Il y a une dame, professeure universitaire à la retraite, qui, dans le soir, il y a quelques jours, a dit « Nous n'avons plus d'idéologie ». Elle a osé utiliser le mot « idéologie ». Et c'est bien ça le problème. Elle a dit « La démocratie ou les démocraties », ça peut rester quelque chose de vide, de dangereux, etc., quand on n'a plus d'idéologie. Ok. Quel est le sens de l'Europe? Première question. Deuxième question ici. Merci, monsieur. Madame, pouvez-vous vous lever, s'il vous plaît? J'ai entendu lors d'un débat électoral Philippe Lamberts, et lui, moi je suis terriblement anti-européenne parce que l'Europe est libérale. Ça ne veut pas dire que ça n'a strictement rien fait de bien. Hein. Il y a eu des aspects sur l'environnement, mais ça remonte déjà loin. Il y a eu des aspects sur l'égalité homme-femme, ça remonte aussi assez loin. Mais donc, Philippe Lamberts m'a un petit peu réencouragée parce que ma conclusion de ce qu'il disait, je ne sais pas s'il adhérait à ça, c'est qu'il disait en quelque sorte si tous les dégoûtés s'en vont, il ne restera que les dégoûtants. Donc Philippe Lamberts me semblait quasi aussi dégoûté que moi, mais j'ai l'impression qu'il fait vraiment du bon boulot, et donc je souhaite à Saskia de faire de l'aussi beau boulot que lui. Alors la question, c'est pas une question, c'est une impression. S'il y a une cohérence pour l'Europe, c'est contre les droits de l'homme et c'est Frontex. Ok. Troisième question. Bonjour, donc j'ai 2 petites questions rapides, je les ai préparées. Donc je vous ai entendu, je ne sais pas si c'était intentionnel, je vous ai entendu associer repli sur soi identitaire et protectionnisme économique. Est-ce que si on veut s'inscrire dans une démarche d'économie circulaire, de production locale, de circuits courts, est-ce qu'il ne faut pas une certaine dose de protectionnisme intelligent, pas un protectionnisme réactionnaire évidemment? Et la deuxième question rapidement, c'est comment peut-on vouloir rester dans une structure, donc l'UE, qui nous maintient pieds et poings liés à des institutions qui échappent au contrôle démocratique, donc la Banque centrale, la Cour de justice européenne et la Commission européenne, et aussi à des gouvernements étrangers au Conseil sans l'accord desquels rien n'est possible, alors qu'ils ont des intérêts structurellement différents les uns des autres, et puis prôner l'émancipation à tout bout de champ. Donc voilà, merci. Ok. Est-ce qu'on peut répondre à ces 3 questions? Enfin, la première et la dernière. La deuxième étant plus une réflexion. On commence par Justine ou... Oui?
Je vais peut-être pas répondre à chacune des questions et je prends comme pour pouvoir laisser le sens de l'Europe, rien que ça. Bon, d'abord, je voudrais... Le sens de l'Europe, on nous dit souvent, vous savez, juste peut-être pour nuancer un tout petit peu, qu'avant, c'était la volonté d'établir la paix, le plus jamais ça. Il ne faut pas être totalement naïf non plus. Hein. Quand la communauté européenne a été lancée, ça répondait aussi à certains intérêts économiques nationaux tout à fait clairement identifiés. Et donc ça a été montré que l'Europe a aussi été un instrument de redressement des États nationaux. Et donc, moi je dirais, le sens de l'Europe, c'est quoi ? C'est très simple, c'est faire ensemble ce qu'on ne peut pas faire tout seul. Et faire ensemble... Mais il doit vraiment être essentiel, et là c'est pour ça que j'aurais peut-être une vision finalement assez pragmatique de l'Europe, c'est que pour moi l'Europe ce n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas faire l'Europe, pour une question d'âme de l'Europe ou d'identité ou d'héritage de l'Europe. Tout ça, je vous avouerai franchement, ça ne m'intéresse pas beaucoup. La raison pour laquelle... je n'aurais pas plus envie de faire l'Europe qu'autre chose. Il faut la faire si c'est réellement un progrès démocratique et un progrès sur le chemin du respect des droits des individus, et si ça permet, dans le domaine de l'environnement notamment, dans le domaine du commerce, de mieux se protéger ou de mieux protéger l'environnement que nous pourrions le faire tout seul. Mais si ça ne devait pas être le cas, il n'y a pas lieu de faire l'Europe. C'est assez... la deuxième question, c'était plutôt un Frontex. Oui... Bon, moi, je partage aussi votre sentiment, votre colère en tout cas. On parlait de Salvini tout à l'heure, et bon, moi, je ne voudrais pas donner l'impression aussi, quand on dit qu'il y a 38% des Italiens qui seraient prêts à voter pour la Ligue, je maintiens peut-être de pré-fascisme, mais il faut aussi comprendre ce qui amène les Italiens à cette situation-là. Le fait est que nous les avons abandonnés à eux-mêmes. On a mis en place un mécanisme où des États sont submergés sans que les autres acceptent de prendre leur part, acceptent de prendre leur part de responsabilité. Et donc il y a quelque chose aussi de facile à dire, regardez, c'est xénophobe et tout. Bon. Et bon, voilà, moi j'ai vraiment le sentiment que... c'est un peu emphatique, mais que le destin de l'Europe va beaucoup jouer sur cette question migratoire. Franchement, j'ai peur que les générations suivantes nous jugent extrêmement sévèrement sur l'inaction ou même l'action menée par les gouvernements européens au cours depuis 2015 sur cette question. Ce qui est frappant aussi, c'est que la crise migratoire est terminée. Depuis 4 ans, les flux sont revenus à... Oui, enfin, ils sont revenus aussi, c'est parce que, quoi qu'on en dise, certains accords, dont l'accord marqué, on a sous-traité, l'accord avec la Turquie, ça a marché. On a fait un deal avec un État en considérant que c'était un État tiers sûr, comme on dit, alors que c'est un État autoritaire. On passe des deals officieux avec des pays comme la Libye, donc on a réussi plus ou moins à endiguer les flux. Mais... Monsieur avait posé aussi 2 questions ici plus haut. Oui. Juste une chose, je vais aussi essayer de répondre à d'autres questions, mais sur le sens de l'Europe, c'est le sens qu'on lui donne. On peut très bien se dire, on se replie sur soi et on mène les politiques à l'échelle des États, mais on a parlé de diversité, on a parlé d'aller plus loin, le fait qu'on est plus fort ensemble. Ce ne sont pas juste des slogans. Les grands-parents pour le climat revendiquent des politiques climatiques ambitieuses. Ce sont des politiques qui doivent se mener à une échelle supranationale. Les États seuls ne sauront pas rencontrer les objectifs climatiques. Et je pense que là, l'Europe, vis-à-vis de ses États membres, mais aussi vis-à-vis du reste du monde, a un rôle clé à jouer qu'elle ne joue pas aujourd'hui. Ça fait partie du sens qu'on peut redonner à l'Europe. C'est le fait qu'elle soit porteuse d'un projet de transition, un projet écologiste. C'est celui qu'on mène, c'est celui qu'on porte depuis des années et qui peut vraiment redonner du sens à ce combat européen, qui doit s'allier avec d'autres enjeux démocratiques, mais tout se tient. Les enjeux démocratiques, c'est aussi se dire que la reconnaissance du défi climatique, c'est aussi reconnaître la responsabilité, notamment de l'Europe, dans les migrations et le fait que la dégradation des conditions
conditions de vie dans les pays du Sud et couplé aux conséquences du réchauffement climatique dans ces pays, va amener des phénomènes migratoires de plus en plus importants. On annonce des millions de réfugiés à l'horizon 2050. Et aujourd'hui, ce que fait l'Europe, c'est effectivement se barricader, se fermer, mettre des barrières et renvoyer effectivement vers des régimes autoritaires et pas seulement renvoyer la responsabilité, financer ces régimes pour mettre en place des camps. Ma voisine travaille pour une organisation humanitaire. Elle me dit à quel point elle a été dans des pays où les camps d'accueil des réfugiés sont beaucoup mieux, beaucoup plus au top, nickel, que ce qu'on peut connaître ici en Europe, quoi. C'est hallucinant. Et tout ça avec de l'argent européen. Tout cet argent pourrait servir à quoi ? Simplement à organiser pragmatiquement une politique de répartition, d'accueil des personnes qui frappent aux portes de l'Union européenne, avec toutes les procédures qui doivent être mises en place, les procédures d'asile et de migration qui peuvent aussi être gérées à une échelle européenne et qui se feraient de manière beaucoup plus harmonieuse et qui donneraient beaucoup moins lieu à des conflits et à des sentiments de peur sur lesquels surfent tous ces leaders qui sont à la recherche d'un bouc émissaire facile, notamment les migrants aujourd'hui. Donc donner du sens à l'Europe, je pense que ça fait partie de notre rôle aussi. C'est à nous de travailler et de continuer à y travailler. Et le fait que les partis traditionnels soient en déclin et que les Verts fassent partie des partis montants, ça doit quand même nous donner la réponse par rapport à la question du sens que l'on donne à l'Europe. Frontex, j'y ai répondu. Le protectionnisme, je propose que tu y répondes vu que ça faisait partie de tes interventions. Mais pour moi, c'est vraiment pas contradictoire de renforcer l'économie locale sans tomber dans du protectionnisme. Et par rapport au contrôle démocratique, 100% raison. Il y a le contrôle démocratique de toute une série d'institutions. Il y a le rôle que joue le Parlement européen, qui aujourd'hui n'est pas un rôle de contrôle de l'action de la Commission européenne, qui n'a pas de levier législatif suffisant non plus. Il y a toute la question des lobbies, du rôle et du poids des lobbies qui continuent à influencer les politiques européennes. Il y a encore un travail énorme à mener. Je pense qu'il y a toute une série de dossiers sur lesquels il y a des avancées par exemple le registre de transparence, des lobbies, des choses comme ça. C'est vraiment pas suffisant. Et c'est vrai qu'à nous entendre, on pourrait se dire, tiens, oui, il y a de quoi être eurosceptique. Non, parce qu'à nouveau, l'Europe a du sens. Il y a toute une série de politiques qui doivent être menées à l'échelle européenne, mais il y a des réformes fondamentales aussi en matière de gouvernance. Mais il n'y a pas qu'à l'Europe. Regardez en Wallonie, l'ISPPC, on en a parlé en bureau politique, à tous les niveaux. Malheureusement, là où il y a de la politique et là où il y a des intérêts particuliers et économiques, il y a des dérives. Et c'est ces dérives-là aussi que nous, on doit contribuer à combattre. Et restons à l'Europe, qui est la source de 50 à 60% du droit dans lequel nous vivons tous. Et c'est qui, à mon sens, devrait faire en sorte que plus de gens s'intéressent encore à la question. Olivier, est-ce que vous pourriez répondre à la question de monsieur ici ? Oui, peut-être deux mots. D'abord, sur la question de Jean-Michel. C'est vrai que Europe, c'est cette captive de Zeus transformée en taureau. Mais la première utilisation du mot européen, c'est à la suite de la victoire des troupes de Charles Martel sur l'envahisseur musulman. Et c'est là que des observateurs ont dit les Européens ont gagné. Ça donne quand même à penser, quoi, hein. Donc c'est ce que j'ai lu chez les historiens. Mais alors, la première utilisation moderne du mot européen. Mais je ferme cette parenthèse. Je crois que le sens de l'Europe se trouve dans les projets qu'elle construit et que les projets, le marché intérieur à l'origine, l'espace de liberté, de sécurité, de justice, l'union économique et monétaire, le traité de Maastricht, etc., ont cessé de faire rêver. Et moi, je voudrais que l'Europe se dote d'un nouveau projet mobilisateur. Et pour l'instant, je ne le vois pas explicité de manière à emporter l'adhésion. Et je pense que le rôle des politiques, je n'en suis pas, mais c'est quand même aussi, me semble-t-il, de donner envie d'adhérer à un projet collectif pour que l'on se sente appartenir à une aventure collective. Et je pense que le pragmatisme des dirigeants européens que nous avons est devenu, au fond,
démobilisateur et ne parvient plus à faire rêver. Donc je pense qu'il faut se donner autre chose. Et c'était la raison de mon engagement aux côtés de Saskia et de Philippe pour les élections européennes. C'est parce que je suis très pro-européen tout en étant très critique de l'absence de projet européen, mais je pense que c'est effectivement à nous de l'imaginer et même de commencer à le construire. Parce que je crois que la société civile européenne peut proposer beaucoup de choses dont la technocratie européenne pourra ensuite s'inspirer et l'expérimentalisme local fait partie de cela. Alors, deuxième point, très rapidement, le protectionnisme. Oui, effectivement, vous avez entièrement raison, monsieur. Dans ma bouche, ce n'est pas un gros mot, le protectionnisme. Je crois que le protectionnisme, c'est simplement, dit de manière positive, c'est la cohérence entre ce qu'on fait dans ses rapports avec l'étranger, notamment par les politiques commerciales, et ce qu'on prétend opérer comme transformation au niveau local, au niveau national, au niveau européen. Il n'est à mes yeux pas possible de parler de manière crédible de transition écologique et sociale sans subordonner les politiques commerciales au respect de certaines règles internationales relatives au droit du travail, relatives au respect des accords multilatéraux en matière d'environnement et relatives à la santé publique. Et pour l'instant, on est dans une incohérence complète parce que protectionnisme est dénoncé comme un gros mot. Mais il y a effectivement des manières tout à fait non seulement intelligentes, vous l'avez dit, mais aussi cohérentes par rapport à des engagements multilatéraux qui ont été pris, dans le cadre notamment des Nations Unies, de pratiquer une politique commerciale beaucoup plus cohérente avec les idéaux que l'on prétend poursuivre. Et je terminerai en disant simplement sur ces institutions qui ne sont pas démocratiques dans la construction européenne, n'oublions pas que l'Union européenne, ça a démarré avec la mise sur pied d'un secrétariat international, la haute autorité de la CECA et puis la Commission européenne, dans une démarche ordolibérale qui consistait surtout à dire on va dépolitiser des enjeux, les faire échapper, je dirais, à la passion des foules et aux lois de la transition démocratique, et on va les confier à des experts technocrates qui vont pouvoir développer un projet sans avoir à rendre des comptes. Et donc, c'est difficile à opérer comme mue pour l'Europe de changer cette culture, mais il faut le faire. On va passer à une seconde volée de questions. Je vois monsieur ici, oui, avec la barbe. Et puis... Ah, madame là aussi, ensuite. Bonsoir. Je vous écoute. Bonsoir, Marouane de la locale de Saint-Gilles. J'ai un souvenir assez interloqué d'une intervention de Paul Magnette au moment du vote sur le Brexit qui semblait tenir pour inéluctable, presque, voire souhaitable, en fait, dans son chef, qu'il y ait d'autres États membres qui quittent l'Europe, justement à cause d'une très très grande divergence entre les orientations politiques de certains gouvernements, à la Orban, en Pologne, etc. Et je me demandais, en fait, bon, certes, maintenant, avec le recul qu'on a sur le Brexit, le niveau d'adhésion, les velléités de quitter l'Union européenne de la part de certains pays se sont réduites, en tout cas dans l'opinion publique, parce qu'on a vu, il y a une espèce d'effet d'épouvantail. Mais je me demandais si, en fait, le danger ne serait pas qu'à un moment, un certain nombre de pays, un peu le cœur de l'Union européenne soit tellement désabusé ou exaspéré par les blocages qui pourraient émerger de cette montée des populismes dans un certain nombre de pays européens, qu'on en revienne à une sorte de ras-le-bol qui puisse conduire à une sorte de scission ou de dislocation du projet européen à ce niveau-là. Est-ce que ça vous semble être une menace crédible Merci. Oui, madame. Merci. Je travaille dans une association européenne et je ne suis pas tout à fait d'accord avec madame. C'est qu'il y a énormément d'initiatives européennes qui sont publiées. Malheureusement, elles ne sont pas connues. On pourrait aller plus loin et voilà, Écolo est là pour les faire aller plus loin, mais ma question s'adresse aussi bien aux trois intervenants quelque part qu'à Vincent comme journaliste, c'est ce qui ne se sait pas ne se voit pas. Donc comment faire en sorte de mieux faire connaître toutes ces initiatives européennes qui existent? D'accord, merci. Ensuite, on prendra deux volets de questions. Justine? Oui. Alors, je ne sais pas exactement ce qu'a dit Paul Magnette, donc je ne vais pas commenter ses propos. La question de la dislocation du projet européen,
Alors, c'est vrai que l'expérience calamiteuse du Brexit a, pour l'instant, effectivement, ça semble avoir sérieusement calmé un certain nombre de partis. Enfin, aujourd'hui, même Marine Le Pen n'envisage plus ce qu'elle appelait le Frexit. Mais à l'inverse, je crois que alors, quand on travaillait sur l'Europe, comme c'est mon cas, mais il y a longtemps, il y avait tous ces projets d'avant-garde, de noyau dur. Alors ça fleure bon les années 80-90, ce que je vous raconte, mais c'était vraiment, on parlait du noyau dur, de l'avant-garde. Aujourd'hui, on ne voit pas très bien avec qui on ferait cette avant-garde à partir du moment où la France a rejeté par référendum, c'est quand même le rejet du référendum, le rejet de la Constitution, c'est quand même venu du cœur de l'Union européenne, savoir les Pays-Bas et la France. Mais ce qui me paraît important, et c'est pour répondre, et en même temps je voudrais faire écho à ce que disait Olivier, c'est peut-être qu'on voit se dessiner aujourd'hui, et je crois que c'est bon, plusieurs projets pour l'Europe, et que peut-être il faut faire son deuil de ce grand projet mobilisateur qui pourrait tous nous unir. Alors peut-être vous en trouverez un ici pour vous, mais vous allez pas réussir à le partager avec d'autres jeunes ou d'autres personnes dans d'autres partis politiques. Parce qu'il faut voir que, par exemple, Orban, moi, je ne le définirais pas comme un anti-européen. Il a tout à fait défini sa vision de l'Europe. Lui, il s'inscrit dans la lignée. Il dit, au fond, on est la CSU de l'Europe. La CSU, c'est quoi? C'est l'aile droite de la CDU, donc le parti d'Helmut Kohl. Il se situe dans cette ligne-là. Il dit notre Europe, c'est une Europe chrétienne, assise sur les valeurs conservatrices de la famille, de refus du mariage homosexuel, du multiculturalisme, de tout ce que vous voulez. Mais il a une vision de l'Europe. Salvini a voulu lancer le printemps européen. Donc tous ces gens ont des visions de l'Europe. Et c'est à ces projets européens qu'on doit opposer d'autres projets européens. Dans quel sens est-ce que je trouve que c'est bon? Parce que peut-être que ça amorce quelque part une forme de politisation. Parce que si vous êtes dans un... Alors, je ne vais pas prendre l'exemple de la Belgique, parce que la Belgique, évidemment, est un pays compliqué, avec 2 espaces publics. Mais si vous prenez l'exemple de la France, vous n'avez pas un projet, vous avez des partis politiques qui ont différentes visions de différents groupes qui s'affrontent avec différents projets. Et en ce sens, c'est peut-être un progrès pour la vie politique européenne. Et mieux faire connaître les associations, oui, ça c'est un problème immense, effectivement, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites, et en plus, toute l'information est disponible. Mais vous savez, juste sur le déficit démocratique des institutions européennes, le manque de représentativité démocratique, il faut quand même relativiser le taux de confiance, si je ne m'abuse, des citoyens vis-à-vis des institutions européennes est légèrement plus élevé que celui qu'ils ont vis-à-vis de leurs institutions nationales. Hein. Donc, ça permet aussi de relativiser le malaise démocratique. Sur le risque de dislocation, je rejoins assez bien Justine sur le fait qu'il ne faut pas faire l'Europe à tout prix. Je pense que les politiques européennes doivent être prises et continuer à avancer là où ça a une plus-value pour les citoyens, pour le climat. C'est pas l'Europe pour l'Europe, c'est l'Europe comme projet commun et qui donne du sens à toute une série de politiques et de défis, d'enjeux majeurs face auxquels on se trouve. Et le risque de dislocation, à nouveau, c'est difficile de prédire, de prévoir, mais j'avais plus cette crainte pendant la période électorale, quand justement on annonçait la montée de l'extrême droite et la percée dans toute une série de pays de l'extrême droite, quand la question du Brexit faisait encore écho et qu'on entendait effectivement qu'il y a une série de pays qui étaient limite près d'embrayer et de suivre. Ils ont été bien avisés d'être dans une position un peu plus attentiste et de voir d'abord ce qui se passe au niveau du Royaume-Uni. Qu'aujourd'hui... alors c'est peut-être la naïveté du début, je n'en sais rien, mais en tout cas au sein de l'Assemblée parlementaire, ce que j'ai pu voir comme premier débat, comme première discussion, c'est quand même une volonté, pas de tous, à nouveau l'extrême droite est dans une autre démarche, mais de faire avancer toute une série de dossiers et d'enjeux européens
Laurent Standard, qui est rédacteur en chef du Green European Journal et qui faisait un atelier cet après-midi, a dit un des thèmes qui revient et qui va revenir et qui va être sans doute central dans les discussions européennes, c'est celui de la sécurité et de la défense. Alors, est-ce que c'est un enjeu intéressant, important pour nous? Je pense qu'il est crucial. Parce que quand on touche à ces questions-là, on touche aussi à une des préoccupations premières des citoyens européens. On voit dans les baromètres que la question de la sécurité revient souvent en première ligne. Je pense que là, c'est aussi à nous, démocrates, écologistes et pro-européens, à porter des propositions en matière de sécurité et pourquoi pas de défense qui puissent prendre le contre-pied de politiques avec lesquelles on ne serait pas d'accord, et notamment des politiques qui risquent de mener, au nom de la lutte contre le terrorisme par exemple, à de nouvelles dérives démocratiques ou de protection des droits et libertés individuels. Donc je crois que là, il y a des défis, mais qu'on n'en est pas à un risque de dislocation, mais qu'effectivement, des débats, il y en aura encore, et des désaccords, il y en aura aussi. Et le manque de publicité, mais là, moi, je m'interroge réellement en tant que nouvel élu sur, de quelle manière est-ce qu'on pourrait mieux faire connaître, parce qu'à chaque campagne, on se pose la question en tant que parti politique, comment est-ce qu'on pourrait mieux faire connaître, même en interne, les enjeux, les grandes décisions qui ont été prises au cours de ces 5 dernières années, et on constate une méconnaissance, même dans le milieu politique, des dossiers, notamment positifs, des avancées qui ont pu avoir lieu. Je crois que là, moi, je vois aussi un travail en collaboration avec les députés fédéraux, régionaux. Le fait que quand il y a un dossier, par exemple, typiquement les pesticides qui vient au niveau du Parlement européen, c'est de travailler avec les députés qui vont suivre ces questions-là au niveau belge, pour que déjà il y ait une alerte, une pré-alerte sur attention, ce dossier-là va venir à l'agenda politique, et donc il faudra interpeller le ministre, il faudra interpeller par rapport à la position de la Belgique, etc. Donc faire davantage de liens, faire parler aussi des politiques et des décisions, parce que malheureusement, et ça après Vincent, on verra sur le volet médiatique, mais on parle souvent de Bruxelles, notamment dans la presse internationale, quand il y a un problème, quand il y a une politique d'austérité, quand il y a un nouveau bateau de migrants qui est bloqué à la frontière, toute une série d'autres politiques dont on ne parle pas ou peu et qui mériteraient une plus grande publicité. Ok, donc deux phrases pour être effectivement aussi bref que possible, pour répondre au débat que l'intervention de Marouane a suscité, dont je le remercie naturellement. La première, c'est que il faut sortir de l'idée, je crois, que toute compétence transférée à l'Union européenne est un pouvoir que l'on perd au niveau national. En fait, beaucoup de choses ne pourraient pas être faites au niveau national, et c'est seulement par un transfert de compétences, une fédéralisation de certaines questions, que l'Europe peut peser notamment sur la définition de la mondialisation et être présent comme acteur géopolitique dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de rapport de vase communicant, si vous voulez, entre ce que les États délèguent comme compétences et le pouvoir qu'ils exercent. Ils exercent davantage de pouvoir en agissant ensemble qu'en agissant séparément. Ça, c'est une première réalité, je crois, dont les gouvernements sont conscients. Et la deuxième réalité, cependant, c'est que l'Europe a 28, avec des écarts de salaire minimum, de salaire moyen énormes d'un État à l'autre, de l'ordre de 300 € par mois en Roumanie ou en Bulgarie, et de 1700 € par mois, je parle ici des salaires minimaux égaux au Luxembourg. On a une Europe de plus en plus différenciée et hétérogène. Et donc des solutions homogènes qui uniformisent tout sous prétexte de réaliser le marché intérieur et de ne pas fausser la concurrence, c'est un leurre. Et l'Europe dont je rêve, c'est une Europe qui voit la diversité non comme un problème à éradiquer, mais comme un atout, parce que ça permet d'accélérer l'apprentissage collectif. Que l'on apprenne des expériences les uns des autres, que l'on favorise l'expérimentation locale, qu'avec des objectifs communs
l'on permette à chacun de tester différentes manières d'y parvenir. Et de ce point de vue-là, l'Europe est riche de ses différences. Elle n'est pas en retard sur je ne sais quelle obligation d'homogénéiser parce qu'elle n'arrive pas à tout uniformiser. Mais pour répondre brièvement, je pense qu'il y a madame aussi tout à l'heure qui critiquait évidemment le projet européen. On est dans une époque où deux grandes nations sont en train d'émerger et de manière assez dangereuse, c'est la Russie et la Chine. Une autre grande nation est en train de s'enfoncer, ce sont les États-Unis qui perdent leur rôle de leadership. Nous ne sommes plus à une époque où on peut rejeter le projet européen. C'est la seule manière pour nous de continuer à exister dans un monde qui risquerait de nous manger sans ça. Et pour pouvoir bien communiquer dans le cadre de ce projet-là, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Jacques Attali sur cette question-là lors d'une interview il n'y a pas longtemps. L'idée, c'est d'être positif, de véhiculer là où se mène la bataille, notamment sur les réseaux sociaux, mais dans des projets qui sont réellement constructifs, de véhiculer des projets positifs là où se passe la communication, c'est-à-dire dans les réseaux sociaux, pour ne pas les laisser aux mains de personnes réductrices comme Trump, Boris Johnson, Bolsonaro et d'autres qui sont en train de polluer un champ sémantique qu'on doit reprendre, qu'on doit gagner. Donc il y a une bataille en cours et il faut la mener. Voilà. Il nous reste 2 questions et je vais donner la parole à madame que j'ai malencontreusement couplé tout à l'heure. Oui, mais qui a planté les racines de cette Europe libérale? Reparlons de ce monsieur Barroso qui est parti à la Goldman Sachs avec une plantureuse pension. J'ai entendu au journal 24 000 € par mois. Bon, je suppose qu'à la Goldman Sachs, il a peut-être été formé, comme on l'a dit. Beaucoup de dirigeants européens ont été formés à la Goldman Sachs. Donc là, par rapport à ça, voilà, c'est un peu de l'histoire aussi, mais je me pose des questions. Et puis, dans la cohérence, nous avons un Juncker qui, pour ma part, est un paradis fiscal à lui tout seul. Bon, et de par ce que vous me dites, la suivante ne sera peut-être pas des meilleurs. Donc, on est en droit d'être un petit peu euro-réaliste, sans être salviniste, le péniste, trumpiste, etc. Voilà. Monsieur, ici. Oui, merci. Je trouve que l'Europe dont on a parlé est finalement très petite, parce que notre Europe a des liens énormes, historiques avec l'Afrique. Actuellement, quand on parle de l'euro, il faut parler derrière du franc CFA qui est lié à l'euro. On doit parler de toutes les entreprises qui sont les nôtres, qui sont en Afrique. Quelle est votre question, en fait? Oui, je vais y arriver. On peut constater l'afflux des Africains ici dans notre pays, leur volonté d'arriver. Et la question, c'est comment allons-nous faire pour élargir un petit peu nos vues européennes sur ces gens qui veulent venir chez nous et qu'on laisse à la frontière. Très bien. Et merci. Ça me semble être quelque chose qu'on oublie un peu trop facile. Olivier me contredira peut-être. Merci. Qui veut répondre en premier? Bien, alors d'abord, madame, vous avez tout à fait raison. Je crois qu'il est possible d'identifier des vrais problèmes dans ces allers-retours entre le privé et le public, et dans l'absence de cohérence de certains dirigeants politiques, sans être taxés d'anti-européens. Tout notre combat, c'est celui-là, c'est de dire que l'injonction à accepter l'Europe telle qu'elle est, ou à être dans le camp des anti-européens, ce n'est plus acceptable. Et il faut effectivement sortir de cette espèce de terrorisme intellectuel qui, en fait, interrompt le débat avant que celui-ci puisse démarrer. Vous avez entièrement raison. Alors, sur l'Afrique, évidemment, comme Hugues Dupriez le sait, c'est un sujet qui me tient terriblement à cœur. Moi, je crois que l'Afrique, malheureusement, est encore très largement vue comme un terrain de jeu par les grandes multinationales européennes, notamment, et pas seulement, en raison de la richesse des ressources dont le continent recèle. C'est un enjeu géopolitique majeur. Et l'Europe,
commet pour l'instant 2 erreurs. D'abord, elle impose des accords de partenariat économique qui vont coincer les États africains dans certains types de développement qui ne sont pas à terme porteurs de développement durable et qui vont au contraire excessivement spécialiser leurs économies dans certains types de production qui ne sont pas prometteurs pour leur développement. Et deuxième erreur, c'est que l'Europe vit comme concurrente la Chine et au lieu d'être fière de ses valeurs, notamment dans les investissements qu'elle promeut en Afrique, elle a l'impression que si elle est trop exigeante quant à la qualité de ses investissements, ce sont des investisseurs chinois, des entreprises d'État chinoises qui vont prendre la place des investisseurs européens. Or, je pense que l'Europe doit avoir le courage de dire des investissements que nous allons soutenir, que nous allons promouvoir, sont des investissements de qualité qui vont servir les intérêts des populations locales. Et c'est la raison pour laquelle les investissements européens seront désirables plutôt que vus avec suspicion, avec méfiance par les élites compradores locales. Voilà, je ne peux pas entrer plus dans les détails. Justine, oui. Justine, oui. Oui, juste une petite réaction, parce que vous parliez de ce passage entre privé et public, et puis vous avez incriminé le libéralisme ou l'État libéral. Je voulais juste dire, là, moi, c'est une question de déontologie, c'est une question éthique, même si ce qu'il a fait n'était pas strictement interdit, il y avait un mélange des genres qui était évidemment tout à fait problématique, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec le fait qu'il était libéral ou pas libéral. On peut être socialiste et corrompu, on peut être libéral et honnête, on peut être... Vous voyez, ça, je veux dire, c'est juste des questions, des règles que l'Europe doit mettre en place pour surveiller, évidemment, de façon beaucoup plus précise comment les choses se passent. Alors, juste sur l'Afrique, parce que vous avez parlé d'immigration, je voudrais juste dire un mot, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de ces migrations qui vont amplifier tout ça, mais en même temps... Peut-être juste pour prendre un peu le point de vue opposé maintenant, il faut quand même rappeler, les migrations, il va falloir les organiser, mais les mouvements de population sont beaucoup moins démesurés qu'on ne le croit. Aujourd'hui, il y a 3-5% de la population mondiale qui migre. C'est moins qu'à la fin du 19e siècle. Et surtout, la ruée de l'Afrique vers l'Europe, pour reprendre le titre d'un livre qui a été en tête de gondole absolument partout, mais qui a été démonté par les démographes, ne va probablement pas se produire, parce que l'immense majorité des migrations africaines se font à l'intérieur de l'Afrique. Et la raison pour laquelle ils vont sans doute pas débarquer en masse chez nous dans les 15 prochaines années est finalement assez triste, c'est qu'ils sont trop pauvres pour bouger. Parce qu'on sait que ce sont plus un pays commence à se développer et plus il commence à bouger. Donc ça, c'était juste pour dire, oui, effectivement, c'est pas pour sous-estimer l'enjeu des migrations, mais que c'est aussi très important dans le débat public de les ramener à leur juste mesure. Saskia, le mot de la fin, le terrible mot de la fin. Ce sera un mot d'ouverture, je pense, parce que les deux enjeux évoqués font partie des choses sur lesquelles on va continuer à travailler. C'est pas pour rien qu'Écolo s'impose des règles éthiques. Et voilà, c'est aussi des questions de bonne gouvernance. On en parle pour le moment dans la négociation wallonne, hein, et on en parle à l'Europe aussi, le fait de s'imposer à un moment donné des critères en tant que politique. On peut reparler aussi des rémunérations. Il y a toute une série de choses qui peuvent être mises sur la table au niveau européen aussi, et qui ne devraient pas être des tabous. Et au niveau des enjeux migratoires, ça fait partie des travaux que la commission Libé va devoir mener, c'est de continuer à avancer sur les questions liées à la politique migratoire européenne. Et au niveau des Verts, en tout cas, on va travailler à la définition plus précise de ces voies sûres et légales d'accès à l'Union européenne, parce qu'on veut établir ces voies. Maintenant, il faut aussi qu'on avance vers l'idée d'une politique positive, d'une politique migratoire européenne avec des propositions derrière, sachant que ce n'est pas un enjeu évident parce que c'est un des dossiers dans lequel les États se sentent dépossédés quand il s'agit de parler de procédures d'asile à l'échelle européenne, puisqu'aujourd'hui c'est une prérogative des États de décider quels sont les critères de régularisation, etc. La question des visas humanitaires aussi, qui revient régulièrement et qui doit être traitée au niveau européen. Donc, voilà, il y a une série de leviers qui peuvent être actionnés, mais évidemment, là, on se confronte à des différences de vues idéologiques très, très fortes
au niveau européen quand on travaille ces sujets-là. Voilà, merci à Olivier de Scutter, merci à Justine Lacroix, merci à Saskia Bricmont et surtout merci à vous. Je vous souhaite une très belle soirée. Vous pourrez continuer ce débat ou discuter avec les intervenants si vous voulez, avec un verre. Et je vous souhaite une très belle soirée. Voilà.